Il est déjà 10h. Il est 10h, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale. Tout de suite, le Flash Info. Bonjour, la délivrance de médicaments à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques en tension d'approvisionnement, une mesure destinée à lutter contre les pénuries et l'antibiorésistance. Ce projet laisse les pharmaciens perplexes, ils s'interrogent sur les modalités pratiques et pointent également un problème de traçabilité par rapport au numéro de lot concernant uniquement les boîtes de médicaments. Âgé aujourd'hui de 15 ans, le petit ami d'Emma, jeune fille de 14 ans tuée en 2022, a été condamné hier à 13 ans de prison pour son assassinat. Lors du procès, les experts ont décrit le trouble de la personnalité schizoïde dont le jeune garçon souffre, un état caractérisé par un détachement et un désintérêt général. L'adolescent est psychiquement incapable de ressentir quelque chose, c'est ce qu'a reconnu auprès de l'agence France Presse son avocate. En juin 2022, le corps de sa petite amie avait été retrouvé près de l'école primaire de Clessé en Saône-et-Loire avec de multiples plaies et un couteau encore planté dans le cou. L'accusation avait requis une peine de 13 ans de prison pour assassinat, mais il encourait 20 ans. Cependant, le ministère public et le tribunal ont considéré que ces troubles mentaux avaient provoqué une altération du discernement au moment des faits. La maladie hémorragique épisodique MHE est arrivée en France après s'être propagée en Italie et en Espagne. 2 cas ont été formellement identifiés au Pays Basque, un 3e dans les Hautes-Pyrénées. La maladie touche d'abord les animaux sauvages, surtout les cervidés, puis les élevages bovins et caprins. Transmis par des moucherons piqueurs, sa propagation a été étroitement surveillée depuis 2022 par les autorités sanitaires européennes. Quand elle a fait son arrivée sur le vieux continent, le virus ne fonctionne pas comme la grippe aviaire, les animaux malades ne sont pas contagieux. Première mesure de lutte, les exportations de bovins vivants sont désormais interdites pour toutes les exploitations dans un rayon de 150 km autour des élevages touchés. 5 départements sont concernés, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, Landes, Haute-Garonne. Aucun vaccin pour se protéger du virus n'est actuellement disponible. C'est la fin de ce flash, une très bonne journée à notre écoute. On Air Radio en Charente-Maritime et partout dans le monde. C'est sur www.onradio.com. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, c'est tous les jeudis, 10h midi. Bonjour, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. C'est la matinale jusqu'à 12h avec toute l'équipe. Ce matin, c'est Max qui est avec nous. Comment ça va, Max ? Ça va très bien et toi ? Bon, ce matin, tu vas nous parler de quoi ? Il y aura de l'amour est dans le pré, des influenceurs et on va terminer avec les hallucinations auditives. L'amour est dans le pré, génial. Bon, Willy, on va parler musique ? Oui, on va parler musique de film et d'un film d'horreur. Ah, ça va être bien, ça va être un peu gore. Ça, bon Tom, les invités tout à l'heure, 10h30. Sont Exactement. déjà arrivés. 2 invités aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Ouais, et puis les chroniques habituelles. Exactement. On parlera jeux vidéo. Oui. Il y a les bonnes news. On va parler notamment aujourd'hui, alors en musique, on va parler de records. Je vous en dis pas plus. Et puis pour les jeux vidéo, ça va être un petit peu Resident Evil 4. Et puis voilà, ça va être des chroniques assez courtes pour moi aujourd'hui. Bien, et puis nous avons un invité qui sera là de façon un peu plus permanente, c'est Ismaël qui vient de rejoindre l'équipe de la matinale. Tu nous parleras de quelque chose ou pas, toi ? Non, pour l'instant, tu vas juste donner ton avis, c'est ça ? C'est ça. Bien, Il parfait. fera le public, il fera le public. Les réactions. Allez, comme tous les jeudis matins, on va démarrer tout de suite avec le top singles. Alors, je vous pose pas la question, je sais que vous avez... Vaut mieux pas. Voilà, qui se retrouve numéro 1 cette semaine. Petite idée de la semaine dernière, évolution, pas évolution ? Je me rappelle même J'ai plus. oublié. C'était du pop l'année dernière, ça nous a surpris. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et on a déjà zappé, tu vois. Ouais, Vous je me rappelle plus le nom. l'aviez fait la semaine dernière. Oui, mais on a oublié depuis. Oui, mais on a déjà oublié, tu sais, avez de prendre oublié. Bien, des bon, pilules tous pour les la gars. guerre. C'était Florent Pagny qui était numéro 1. Yes, voilà, oui, avec Elio, ses albums. Exactement. Bon, pas mal de changements cette semaine dans le top singles, puisque la sensation Djungeli s'offre la première place à la surprise générale, détrônant le tube Méridian de Tiakola et Dave Tandis. Ouais. Qui est ce Dave ? Qui se Dave Toujours. et on ne sait ouais. jamais. Et puis voilà, il y a plusieurs morceaux du nouvel album de Freeze Corleone également. Ils ont des noms, c'est vrai que des fois c'est assez Freeze Corleone. Bah, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Donc voilà, entrée fracassante dans le classement. Vous retrouverez tout ça bien évidemment sur vos sites favoris. Mais juste comme ça, à titre d'info, le roi de cette semaine, donc Djungeli, jeune artiste qui a débuté sa carrière donc mi-juillet avec un premier single qui s'appelait À moi. Il s'empare donc de la première place grâce à Petit Génie. C'est un featuring avec Alonso. Il y a Imen, S, Abou, Debing et Loussa qui est également
encadre ce singles. Le titre a totalisé 3,79 millions d'écoutes et sur les 7 derniers jours écoulés, et enfin faisant passer le titre donc à la 4e place du sommet des classements avec 18%. Vous connaissiez cet artiste avant qu'il Non, rentre du comme tout. ça Pas Bon, du petite tout. surprise. Non. Il est rentré directement comme ça. Mais il parle en quelle langue? Parce que vu les titres, c'est. Ouais, Oui. je sais pas, c'est une sorte de verlan, je pense. Il y a moyen. Le top album, numéro 1 à votre avis? À Il y votre aura avis? pas encore. Je pense Aucune idée. que Chris Florent Corleone. Pagny est encore dans le top, peut-être pas la première place. Peut-être pas le premier, plusieurs Non. semaines de suite. C'est vrai qu'il y a une grosse concurrence la semaine dernière sur les albums. La concurrence a été rude cette semaine avec les retours, notamment événements de Calogero. Ah ouais. Ah oui. Il y a Olivia Rodrigo également qui est de retour et donc Freeze Corleone qu'on retrouve bien évidemment puisqu'il est Cherchez classé l'intrus. dans le top singles. Bon, Mais après, qui, à votre avis, a réussi à s'emparer à la première place? Je pense pas que ce soit Olivia Rodrigo. Non. Je dirais Calogero. Ouais, exact. Avantage à Calogero cette semaine dès septembre, une entrée un peu concurrentielle. C'est le chanteur français qui tire son épingle du jeu avec son 9e opus, Amour, numéro 1 du top album cette semaine. Combien de copies a priori il a vendu, vous savez? On n'est pas sur des gros chiffres. Bah oui, hein, non, c'est vrai. Tout ça. Je sais même pas combien c'est pour être, pour être le top, ça va être toujours la même. Pour être numéro 1 aujourd'hui, on vend combien d'albums? 53. 53 peu plus. 53 7000, albums et demi. 60 000. Hein, non, beaucoup Non, moins. 7000. Un peu plus. 11 000. Non, 17 Non, 500. c'est la juste Ah ouais. audience ou quoi? C'est ça. 17 après, c'est après. 500 copies écoulées, voilà, dont 16 000 en physique. Vous faites le ratio, ça fait. On vend beaucoup moins Ouais, c'est d'albums fou. aujourd'hui qu'on Eh vendait ouais. de vinyle il y a quelques années, mais ce qui est normal. Un chiffre bien loin de son prédécesseur, Centre-ville, son ancien album, qui lui s'était vendu à 41 000 exemplaires dès sa sortie. Ah oui. Mais bon, voilà, on va dire que pour le coup. Ouais, mais Grosse c'est dans quelle inspiration année sur les titres des albums quand même. Amour, centre-ville. Oui. Raclette, J'ai la recherche. J'avoue que c'est pas terrible. Ils Bon, ont allez. pris les mots random dans le dictionnaire. Joint de culasse. Bon, on ne sait pas maintenant. C'est pas faux. Allez, on part. Max, le chronique de Max. La chronique de Max. Max. Et Max, c'est la chronique de Max. La chronique. Bon, voilà, et allons-y ce matin. Parlons un peu des influenceurs, du L'amour Ouais, est dans le pré. Et de, Mais, tout mais ça. avant, on va commencer avec la juste audience. Comme à Oui, chaque oui, fois. oui, juste audience. Le petit jeu, donc j'explique pour nos invités puis pour Ismaël maintenant, c'est comme le juste prix, je dis le nom de l'émission, son audience, vous me dites c'est plus, moins ou la juste audience. Ok. Il n'y a D'accord. rien à gagner, je te Et à la rassure. Non, fin, il y a et à la gagné. fin, c'est moi qui perds. Je suis déçu. Allons-y. Notamment, il y avait la Ligue des Champions avec le PSG contre le Borussia Dortmund, c'était sur Canal Plus mardi soir. Est-ce que selon vous, ça fait 3,7 millions En plus. sur Canal Plus? Plus. Ah oui, c'est Canal. Ah oui, c'est Canal. Ah oui, Canal. Non, non, C'est plus ça, Canal. Hein. C'est une chaîne cryptée, hein. Juste audience. Mais je dirais plus quand même, parce que la plupart du temps, plus. ils prennent Canal pour le foot. Donc, Non, je dirais, c'est un malin, lui. Je vois avec son petit sourire narquois. Je dirais juste moins. audience. mais il a toujours un. Et ben non, c'est moins. Merde. 2,1 millions. Bien joué. Bien joué. Je fais tout mon possible. Ensuite, il y avait aussi un film que j'adore, Le Professionnel sur France 3. C'était lundi soir. Est-ce que ça fait 1,7 million? Alors, France 3, c'est quoi comme France chaîne 3. Ah, pardon. La France avec toi. Mais c'est la euh, chaîne de télé avec toi ce soir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as posé la même question il y a pas longtemps. Parce qu'ils ont déjà diffusé. Non, c'était pas le professionnel. C'est pas professionnel, c'est le marginal. Ouais, Oui, c'était ça, je crois, peut-être. Oui. Ils les font tous Ah, maintenant. c'est bête, je l'ai raté, j'adore. il est Combien génial. t'as dit 1,7 million. 1,7 million. c'est beaucoup, Ouais, Ça me paraît beaucoup aussi. Si, je dirais la juste audience. Allez, moi j'adore. Moi, je dirais moins. Ouais. Ouais, moi, Je vais j'irais moins. redire juste audience, mais ça me paraît beaucoup. Je dirais moins, j'ai un record à tenir. Et non, là, c'est bien juste audience 1,7 million. Ah, Yes. Tout droit, là, j'y vais. c'est bien. Je le savais. Il y avait aussi L'amour est dans le pré, du coup, donc lundi soir sur M6. La semaine dernière, ça fait 3,4 millions. Et donc, cette semaine, est-ce que ça fait plus, moins ou la juste audience? Bah déjà, la semaine dernière, on avait constaté une petite chute. Donc, je dirais moins. Je dirais moi aussi. Non, dire- je dirais plus. Je vais dire moins aussi. Et c'est plus, 3,8 millions. Allez les gars, C'est un sans hop, faute hop, pour hop, moi. hop, c'est pour moi. Il y avait aussi le film Les Seigneurs, vous savez, c'est avec Dubosc, avec tous ces acteurs-là, Omar Sy, qui font une équipe de foot. Ah oui, Ils se retrouvent en Bretagne faire une équipe de foot un peu. C'est marrant, c'était sur TF1 Série Film lundi soir. Est-ce que ça fait 460 000? Ah oui, série film. Ah oui. Ah oui, c'est 460 000, c'est naze comme. Ah, c'était TF1 Série Film. série film. Ah, je dirais moins, je vais allez, dire tiens. moins. Tu dis moins. Faut avoir Ouais, accès. moi. Ah, et moi aussi. Moi, je dirais moins aussi. Et non, juste audience. 460 000. C'est un malin lui. Ça, dès qu'il a son petit sourire narquois, je sais qu'il essaie de. Moi, j'ai 4 fautes sur 4. Ça se mange là. Il y a aussi la nouvelle émission de France 2, Prodigy Pop, qui franchement, j'ai regardé, c'était pas terrible, selon moi en tout cas. Donc c'était dimanche soir. Est-ce que selon vous, ça fait 2,3 millions? C'était quoi ça? C'est façon The Voice en fait. Ah oui, sur France 2 d'accord. avec des enfants. Avec des enfants. Ah ouais, c'est comme Ouais. Kids Voice C'est Kids, le c'est ça. même principe. Ouais. Combien tu dis 2,3 millions. 2,3 millions. Un dimanche France soir. 2, un dimanche soir, ça me paraît énorme. Je dirais moins.
Moi, je dirais juste audience. Je vais dire juste audience. Allez, juste. Non, bah non, c'est moins. Oh, super. Et Je suis c'est une champion grand catastrophe. slam, là. C'est une Bon, catastrophe. Le dimanche soir, 1,3 million. C'est une catastrophe. Ah ouais. Ça a très mal commencé. Ah oui, c'est clair. Et enfin, Captain Marlowe, la super-héroïne de France 2, est-ce que c'était vendredi soir, est-ce que ça fait 2,8 millions? Ah, plus. Ouais, ça marche. Plus. Ouais. Ça marche toujours. 15 millions. Ça marche. Non, mais ça Ouais, marche tout le temps. allez, je dirais plus. C'est plus 3 millions. Ouais, non, mais c'est un truc Ça de marche dingue. très bien, ça, à chaque fois. Je suis rattrapé à la fin. Ouais, c'est surtout Pour ça. l'odeur. Ouais. Et puis du coup, il y a aussi les champions du monde de l'actu. Donc là, on est avec une commissaire du Parlement européen de Strasbourg. Donc elle est au cœur d'une polémique lors d'une session de Parlement. Donc pendant que la présidente, en gros, faisait son discours annuel, et on voit notre champion en train de faire du tricot, tout simplement. Donc elle a été, pour l'instant, elle n'a pas été oui, j'ai vu jugée ça, et ouais. sanctionnée. Ouais. Incroyable. Ouais, tu vois, en Parlement, elle fait son petit tricot, tranquillou, quoi. Ah, c'est cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais, mais pourquoi ça serait sanctionné en fait? Bah, Parce que c'est plus visible. Il y a peut-être ça, et comme ça fait polémique. Parce que dans les parlements, ils ont tous leur portable, c'est pas Ce que trop. j'allais Hein. dire, Oui. Tellement de leur téléphone. Il y a même du Candy Crush quelquefois qui a été pris. Ouais. C'est vrai. Candy Crush. C'est énorme. Et soit ça, ou alors ils sont en train de dormir. Enfin, bon. Ouais. Et aussi une autre championne, c'est Susanna Gibson. Alors elle, c'est une candidate démocrate qui est bien placée à la Chambre des délégués de la Virginie. Donc elle aussi a fait polémique car des images d'elle sont sorties sur Chat-Urbate. Alors en fin de compte, c'est un site pornographique aux États-Unis. Et en fin de compte, on la voit en train de demander de l'argent aux internautes avec des échanges d'actes sexuels bien spécifiques. Tu vois déjà, elle, Ah oui, c'est ça sent pas bon. pour financer la campagne. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, Sauf ça, qu'en c'est- fin de compte, elle-même a réagi lundi en disant que c'est sa vie privée, ça regarde que elle, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. D'un autre côté, c'est Oui, pas faux. c'est- Enfin, c'est pas après, faux. après, oui, C'est le métier qui fait que, bon. Oui, voilà. Et puis c'est le fait d'utiliser l'argent pour. Oui. Ouais, là, par Oui, contre, mais c'est un moyen de communication. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. D'un côté, oui. Oui, tu vas sur un mec du Chatterbait, puis tu sais, tu peux être mal conseillé par tes. Bon, puis il y a les démocrates, ça va Après, passer. de souvenir, enfin à l'époque, il y a 10 ans, Chaturbate, c'est plutôt le site avec des cams au hasard. Au hasard, c'est ça, ouais. Ouais, c'est comme Bazookam en France. Ouais, mais à mon en fait. avis, ça a dû changer de Donc ça a truc, dû dévier sur quoi. autre Ouais, chose. je pense que là, ça a bien Oui, dévié, quoi. complètement. Tu connais bien ça, toi, je trouve, Ismet, hein, le truc un peu avec les Justement, caméras, oui, les gonzesses. parce que- là, non, mais c'est un peu abonné, chelou, là, quand même, Ismet. Non, mais conceptuellement. Je veux rien dire, mais bon, t'as l'air de t'y connaître un peu, quand même. hein. Chronique Allez, spéciale. bah, J'ai dit ça, j'ai rien dit, hein, mais. Conceptuellement, c'est vrai que c'était marrant, c'était le fait de la caméra qui changeait à chaque fois. Il y a tant de minutes, tu parles à la personne, Ouais, et au c'est bout de ça, temps, ouais. ça changeait. Et t'arrivais chez un Et inconnu puis, avec qui tu pouvais ouais. échanger D'accord. en webcam. Ça a vite dégénéré. Sur internet, vous pensez bien. J'imagine. Ensuite, on va parler d'influenceurs. Donc là, c'est une vidéo de l'INSEC. Alors là, c'est une école de commerce internationale. Et donc, franchement, vu ce qui va se passer, vous n'êtes pas prêts. C'est une nouvelle vie professionnelle qui commence pour moi. Nous sommes très heureux à l'INSEC MSI d'accueillir Jérém Star en tant que professeur sur un cours de marketing digital. Jérém Star, oui, Jérém Star. Qui est prof, quand même, faut le faire. spécialiste de quand même du Du marketing du digital. marketing. Digital. C'est très spécialisé quand même. Ah C'est ouais, la ouais. réalité quoi. Et donc, même la directrice va même se justifier, tiens. Et oui, ça peut paraître fou, Jérém Star professeur. Ça a surpris plus d'un. C'est ce qui donne un petit peu de piment à notre école, mais en réalité, c'est un choix totalement rationnel. D'accord, Oui, ok, voilà, voilà, c'est. Voilà. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Et puis, comme à l'école, il y a aussi des problèmes à résoudre. Donc, voici le problème de Jérém Star. D'après vous, combien coûte, par exemple, une story de Nabila 200 000. Ah non, mais là, on est complètement à l'ouest. Beaucoup moins. Les gros influenceurs, très très connus, avec 2-3 millions d'abonnés, on est plutôt sur du 2500, 3000 euros. Ça s'écroule. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. Hein. Pour un C'est poste déjà- de c'est 2500, déjà- 3000, c'est pas mal. Hein. Tu Ouais. comprends sur C'est ce moins que business Neymar, des- mais c'est des quand même pas trucs, mal. ouais. Hein. Enfin, c'est Nabila, quoi. Oui, c'est surtout ça. Hein. Secours. Ouais. Allô, quoi. Non, mais allô, Ah quoi. bah, c'est ça. Hein. Bon, alors attention, c'est quand même des cours de qualité. Hein. J'étais en train de découvrir qu'il y avait mon nom de prof et tout sur les tableaux. C'est quand même hyper lunaire. Ça te fait quoi de passer de l'autre côté du bureau? Ah bah tant que c'est pas sous le bureau et que c'est de l'autre côté. Voilà. Ah bon, ok. Ah oui, C'est quand Jérém même. Star, Ah, lui, en plein cours, Il hein. débute beaucoup. Un- Ouais, en plein cours, surtout. Un peu d'humour, fait voir la personne. Mais enfin, c'est très marketing web, quoi. Ouais. Bah oui, c'est très Ouais. spécialisé Bah, là, finalement. influenceur, marketing quoi. digital. C'est ça. hein, Après, donc, pourquoi pas, remarque, c'est Ouais. le mec il s'y connaît suffisamment pour Ouais, il pouvoir a- donner des conseils, etc. Oui, s'il il a veut aller dans vécu cette branche. là-dedans. Non, mais c'est vrai. Après tout, tu prends bien des gens de la société civile pour donner des cours en fac. Pourquoi pas, Mhm. pourquoi pas. Ouais. On juge beaucoup, je trouve. Là. Oui. Ensuite, je vais vous parler du coup de L'amour est dans le pré. Est-ce que tu as regardé cette semaine, toi, Manu? Non, pas du Non. tout. Alors, J'ai- pas du tout. J'ai pas regardé. Et donc là, du coup, on est avec les prétendantes de Patrice. Alors lui, Patrice, c'est un monsieur qui habite dans une maison très isolée. Je sais pas si tu te rappelles de lui un peu. C'est le truc vraiment pas rassurant du tout. Ouais. Ah, c'est Evil Dead. Ouais, parce qu'en fin de compte, Dans ma cabane. t'as un champ, t'as des vaches, et après t'as plus rien. Quoi. Ah oui, d'accord. Il est vraiment isolé de tout, quoi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les prétendantes ont eu un truc avec l'agriculteur, et les deux en plus. Ce matin, on s'est croisés dans le couloir, vite fait. Et puis, il m'a fait un câlin sur le bras. Et j'ai senti que c'est lui qui veut venir vers moi, donc ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Je m'y attendais pas du tout.
Alors spoiler, il ne s'est rien passé du tout, hein, je tiens à le dire. Hein. Et donc du coup, les deux vont se jauger et tu sens même que ça bluffe un peu. Je sais pas ton avis, toi. Je sais pas trop ce qu'il pense. Ah non, il montre pas. Mais peut-être parce qu'il arrive pas aussi. Hein. Bah après le fait que il a été tout seul longtemps. Donc moi je peux comprendre. Hein. Peut-être ça il fait peur aussi. Hein. On a le problème de saturation ici. Ouais, c'est ce que je vois. C'est pareil. Désolé. Alors bon, il y a comme 2 minutes, il m'a touché le bras. Enfin là, il est timide. Enfin, tu te poses comme des questions, quoi. Et donc Patrice va même en profiter pour leur demander de faire un dîner pour le soir. Et donc Justine va donc profiter pour mettre un petit tacle à l'autre prétendante. Puis je vais prendre une commis avec moi. Non, je rigole. Tu prends une Si commis. t'acceptes de m'aider, hein, ça me ferait plaisir. Oui, bah oui. C'est ça, c'est-à-dire que moi c'est la chef, toi t'es la commis en fait, c'est ça. Hein. Mais par contre, l'autre va vite failloter. Patrice, je voulais encore te dire merci pour le petit déjeuner. Est-ce que je peux te faire une bise? C'était une gentille attention. Merci de m'avoir nourri en gros, ça veut dire. C'est impressionnant. Attention. Ah ouais. Et donc lorsqu'elles vont cuisiner, Justine va prendre la concurrente un peu pour une débile en fait. Alors ça, c'est un bol mesureur et le bol pour faire le mélange après pour le gâteau. Si tu veux bien lui passer un coup de propre. Et après, il y a le batteur électrique qui est dans un état qui date de la grand-mère de Patrice. Donc si tu veux bien aussi lui passer un coup de propre et les fouets, on fait tout ce que j'ai besoin pour la pâtisserie. Voilà, puis tu peux me laver les bottes aussi parce que j'ai fait de ragadou. Merci. Mais lorsqu'elle va cuisiner, elle va avoir une petite galère, un peu de fumée, mais bon, elle a une petite excuse quand même. Hein. Après, c'est aussi le saladier. Hein. Je pense que si j'avais un bol différent, ça ferait moins de fumée. Voilà. Ah ouais, la petite qui fait de la fumée. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brassé de la farine avec un batteur, c'est ça? Ouais, elle a fait vraiment n'importe quoi. Je croyais pour la chef, mais elle a tout ruiné quoi. C'est cool le délire. Je sais pas, faut voilà. Petite tarte au concombre, là, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est ça, c'est la surprise du chef. Ouais. Et donc bien sûr, donc là le dîner est terminé. Donc là c'est les invités qui arrivent. Donc les invités vont poser une question à la prétendante, mais l'autre prétendante va également surenchérir par derrière. Donc ça veut dire que ça va te donner un moment très très gênant pour le coup. Et donc toi tu es d'Alsace. Du Bas-Rhin, oui. Du Bas-Rhin, à 20 minutes de la frontière allemande. Et moi je suis dans l'Indre. C'est bon, ouais. T'as vu ce gros blanc, c'est un moment de gênance. Je suis là, j'existe. Oui, c'est ça. Ouais. Moi je sais pas vous, ça me fait penser aussi avec Jean-Claude Duss quand il s'est pris un gros vent. C'était ça aussi. Oui, exact. Ouais. Quoi vos prénoms? Sa femme a appris notre liaison par le premier shampooineur. Tenez-vous bien, elle a tenté d'électrocuter avec un séchoir. Et c'est quoi vos prénoms? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Très bien fait. Parce que moi c'est Jean-Claude mon prénom. C'est vrai, ça fait penser aussi un peu ça, moi je trouve. Ouais, c'est pas faux. Mais dans cet épisode, il y a aussi des choses pour pouvoir aider les agriculteurs hein, pour réussir dans l'amour et dans le pré. Par exemple, comme une sorte de guide en fait. Donc notamment, pour réussir, il faut aussi prévoir une chambre séparée. Effectivement, on va dormir tous les deux dans la même chambre. Ah ouais, c'est ça. On partage avec Thomas comme un internat. Voilà, donc déjà, faut vraiment, déjà c'est pas terrible. Le ton, le mec est vachement content, quoi. Ensuite, faut pas non plus forcément raconter tout ce qui s'est passé la veille. Hier j'étais pas bien. Oui, non moi je stresse pas. Non mais pas pour ça, j'ai été malade dans la nuit. Ah oui, J'ai fait une intoxication alimentaire. Non mais faut le faire, hein, juste avant de partir. Ah oui, effectivement. Aussi, il ne faut pas rebondir sur les sujets de santé aussi. Hier j'étais pas bien. Non, c'est je marche mal. Ils savent pas trop le sujet, ils comprennent pas. Alors, je dois peut-être porter des semelles orthopédiques, je marche tout de travers. Bah quand on sait pas. Oui, puis c'est pas ça, c'est que le même jour j'ai eu ça, puis j'ai eu la prostate alors. Et puis il fait pas très beau, et puis avec tout ce que les Chinois nous envoient dans l'atmosphère. Bon, ok. Et ouais, et aussi il faut essayer de vous adresser à votre interlocuteur, j'ai du mal aujourd'hui, disons, quand vous êtes en tête à tête. Donc tu viens? Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'essaye, je parle à la pizza en fait. Celle-ci aussi. On a tellement séduisant cette petite pizza. La pizza, non mais énorme. Et aussi, faut pas raconter d'anecdotes dramatiques non plus. J'ai un ami, il a une piscine et les vaches, elles ont remonté de nuit. Et elle est arrivée, elle est tombée dans la piscine. Oh là là. Mais le problème, c'est qu'elle commençait à se noyer parce que l'eau rentrait par l'anus de la vache. Tu as entendu la musique de derrière? Ouais, j'ai entendu. C'est la musique de Dexter. Hein. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, le mec a monté le truc. Il s'est fait plaisir. Il faut vraiment arrêter de rebondir sur encore d'autres sujets dramatiques par contre. Il s'est dit, est-ce qu'il y a des chevaux là où tu vas aller? Alors, il me dit non, il n'y a pas de chevaux. Bon, ça fait rien, je valide quand même. Hein. J'en avais un en pension, puis il est mort il y a 15 jours. Lui aussi est mort noyé par C'est pas lui qui fait des journaux. C'est pas lui qui fait le journal de 10 heures, non? Et c'est pas fini, est-ce qu'il faut vraiment arrêter avec cette personne-là pour le coup? Tant qu'il n'y a pas d'accident, c'est pas grave. Ouais.
Une année, j'ai une génisse de 2 ans qui est passée sous le train. C'est horrible, mais il a vraiment pas de chance, mec. Là, c'est vraiment chat noir. Il faut pas lui confier ses animaux. C'est incroyable. Ça fait peur. Ensuite, du coup, c'est les hallucinations auditives. Tout le monde sait ce que c'est. C'est par exemple dans une musique française ou même étrangère, on va entendre des mots en français. Donc là, notamment avec Céline Dion dans Encore un soir, moi j'entends, il n'y a pas grand chose, rien qu'une Porsche. C'est pas grand-chose, rien qu'une Porsche. Oui, on entend, je suis désolé. Et elle voulait dire rien qu'une pause pour le coup. Donc là, pour le coup, c'est. Ah non, c'est vrai, on entend. Rien qu'une Porsche. Rien qu'une Porsche. Ensuite, il y avait donc une musique de DJ Amina qui s'appelle Explore Your Future. Et donc, moi, j'écoute Qui veut du flan. Qui veut du flan. Oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'en veux bien part, mais bon, merci. Oui, qui veut du flan, moi j'entends. C'est qui veut du flan. Il y a aussi dans David Guetta Memories, moi j'entends On a croisé Sheila qui a du mal. Ah oui. Et ça passe bien. C'est bon, t'entends plus que ça maintenant. Après, voilà, c'est clair. Il y a une musique donc d'un groupe que je connais pas qui s'appelle Wallo Welle Walla. On va comprendre pourquoi. Et on entend Ton chat peut se traverser. C'est très bon. Et ensuite, du coup, dans la musique d'Aya Stark, moi j'entends Tu déranges, ouais, le dimanche. Tu déranges Tu déranges, ouais, le dimanche. Ah, excellent. Et enfin, donc du coup, dans le dernier extrait, donc dans Beyoncé Cuff It, tout le monde connaît cette musique, je pense. Oui. Moi j'entends Vos gueules. Alors je l'ai pas le dernier. Ah. Ça s'arrête à la 24. C'est dommage. Je m'excuse, mais parce que c'était le meilleur pour le coup. C'était le meilleur. Écoute, c'est pas de bol. Je crois que ton ordinateur a planté. Voilà. Non, je regarde. Et franchement, je ne l'ai pas. Ce sera pour la semaine prochaine. Ça sera pour la semaine prochaine. Du coup, je tease pour la chronique. Je regarde, mais je ne l'ai pas. Bon, ça sera pour la prochaine fois. C'est un bon teasing. C'est une belle teasing et une bonne transition. L'info près de chez vous. Guest of the day. L'invité du jour. Et nous sommes de retour, c'est un petit peu la chaise musicale en ce moment. La semaine dernière c'était déjà le cas parce que à On Air Radio j'ai formé mes collègues Max et Willy et là c'est moi qui prends la main parce que Manu doit partir, il a un rendez-vous. Et on reçoit aujourd'hui 2 invités, on va commencer par la Maison de l'Égalité. Bonjour à Chloé Delacroix et Madame Giraud, Isabelle Giraud. Bonjour. Donc j'anticipe un petit peu, donc Chloé Delacroix vous êtes coordinatrice égalité hommes-femmes et réussite éducative et vous Madame Giraud, vous êtes adjointe au maire et vice-présidente du CCAS, entre autres. Et on parlera également un peu plus tard du forum égalité professionnelle et mixité du mercredi 11 octobre, qui aura lieu au Palais des Congrès. Je vous laisse vous représenter un petit peu plus en détail et ensuite on pourra parler du forum et de la Maison de l'Égalité. Je pense que vous avez déjà tout dit, je ne vais pas en rajouter. Je suis élue en effet sur la ville de Rochefort, donc adjointe à l'égalité, la solidarité et l'action sociale, et puis vice-présidente du CCS qui porte la Maison de l'Égalité Femmes-Hommes. Et par ailleurs, j'ai quelques missions sur l'agglomération, notamment en ce qui concerne la politique de la ville, la solidarité territoriale, le PLI, plan local d'insertion par l'activité économique, et la santé. D'accord. Et donc Chloé Delacroix, je suis coordinatrice de la mission égalité femmes-hommes au CCS de Rochefort sur un volet de mes missions et par ailleurs coordinatrice du programme de réussite éducative, toujours au CCS de Rochefort. Et donc sur la mission égalité femmes-hommes, le projet actuel qui est la Maison de l'Égalité qui s'est récemment concrétisé et qui va nous occuper ce matin. D'accord. N'hésitez pas à parler bien près du micro, bien fort. Moi je vous ai un tout petit peu plus faible de mon côté. C'est des micros qui sont assez sensibles à la distance, c'est juste un petit détail. Qu'est-ce que la Maison de l'Égalité et comment est né le projet ? Alors je vais vous en parler moi. La Maison de l'Égalité, en fait, Femmes-Hommes de Rochefort, elle est née de la volonté politique, tout simplement au départ de lutter contre les violences faites aux femmes. Au début du projet, nous avions imaginé en effet créer une maison des femmes et tout simplement parce que malgré de très très nombreuses avancées, on voit que les lois sont quand même de plus en plus présentes. On voit que les chiffres restent très élevés et tout cela démontre que ça ne suffit pas. Il faut mettre en place plusieurs choses. Donc on a partagé ce constat avec l'ensemble des partenaires, dont les partenaires de la mission locale d'ailleurs, et avec les citoyens, puisqu'on a fait une consultation citoyenne pour savoir un petit peu ce que la population en pensait.
Et puis ensuite, avec Sandra Rondet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est directrice du Centre communal d'action sociale, et Chloé, nous sommes allés rencontrer des personnes qui s'occupent notamment des violences faites aux femmes dans des maisons des femmes ou dans des institutions qui s'occupent spécifiquement des violences faites aux femmes. Et puis après ça, on s'est dit, bon, voilà, tout ça, ça existe, c'est sympa, mais on a interrogé un peu les comportements des filles et des garçons, et puis aussi les comportements que nous, en tant qu'adultes, nous avons avec nos petits garçons ou nos petites filles, et de quelle manière on répond en effet à ces petits garçons et ces petites filles. Et en voyant tout cela, on s'est dit, bingo, enfin, on ne peut pas arriver à lutter contre les violences si on ne se penche pas sur quelque chose de plus ambitieux, en fait, qui est la promotion de l'égalité, une culture de l'égalité, et en s'attaquant aux stéréotypes de genre, que ce soit pour les jeunes, donc à tous les âges, ou pour les personnes plus âgées, et dans tous les domaines de la société. Voilà, c'est comme ça, en effet, que la première maison de l'égalité, non pas maison des femmes, est née, première maison d'égalité sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine, mais on en reparlera après. Oui, parce que c'est bien la première maison de l'égalité, ça n'existe pas dans d'autres villes, si je comprends bien. Il y en a 2 en fait en France. D'accord. Voilà. Donc c'est la première pour la région, et il y en a une autre qui se trouve à Échirolles, donc de l'autre côté de la France, du côté est, et nous sommes donc la 2e maison de l'égalité. C'est vraiment une autre manière d'aborder les choses. Voilà, on prend le sujet, mais on va vous expliquer tout ça d'une autre façon. D'accord. Puis bien sûr, il y aura d'autres maisons de l'égalité qui ouvriront en France, naturellement, dans les mois et années à venir. Pour rappeler à nos auditeurs et nos auditrices peut-être un aspect un peu plus historique, à partir de quand dans le monde, et notamment en France, le féminisme a commencé à s'établir et à s'affirmer? Alors aussi bien dans la société en général que peut-être dans la littérature ou même la littérature scientifique, vu qu'on parle aujourd'hui de l'égalité, aussi des théories du genre dans les universités. Il y a des classes qui existent, des cours, ça existe de plus en plus, mais ça existe depuis en fait très longtemps. C'est ça, tout à fait. On parle le féminisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, un sujet qui est assez récent à l'échelle humaine. On parle surtout du XXe siècle, et on l'a vu avec beaucoup de combats pour obtenir des droits qui ont eu lieu pendant cette période, et qui ont abouti d'ailleurs. Mais bien avant, il n'y a jamais pas eu il n'y a jamais une période où personne essayait de lutter pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a toujours eu des inégalités, il y a toujours eu des combats qui ont été portés, même si ça ne s'appelait pas le féminisme, enfin c'était d'autres formats, mais voilà, on peut retourner à l'Antiquité et trouver des exemples de personnes, femmes comme hommes, qui ont essayé d'œuvrer pour promouvoir l'égalité, en cohérence avec la période historique, bien sûr, et le contexte qui était de l'époque. Comment on pourrait définir les différents aspects de l'égalité homme-femme, égalité femme-homme aujourd'hui? Par quoi est-ce que cela passe? Vaste sujet, j'allais dire, mais Chloé... On a prévu 2 heures. Ah oui. Tout. C'est ça. Mais tout. En fait, l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet qui est très transversal. Il concerne absolument tous les domaines. Vous parliez de jeux vidéo tout à l'heure. C'est un sujet dans les jeux vidéo. Oui. C'est un sujet quand on parle d'espace public, quand on parle bien sûr des violences, qui est aussi la manière la plus violente d'exprimer ces inégalités, ces discriminations, qui est la plus extrême. Mais en dehors des violences, voilà, on parle aussi du monde professionnel, on parle de l'égalité professionnelle, on va en reparler tout à l'heure. Mais ça concerne absolument tous les domaines, le cinéma, les médias, les réseaux sociaux, les représentations des femmes et des hommes, on en parlait, qui sont différentes et qui amènent un poids sur les épaules des femmes et des hommes, qui amènent parfois à choisir des voies parce qu'on considère que c'est plus simple ou que c'est naturel, là où en fait c'est construit socialement, on nous l'apprend en fait, qu'on nous conseille, on nous oriente de manière plus insidieuse, c'est rarement très conscient, mais ça reste des idées qu'on a dans la tête et qui vont nous limiter en tant que femme ou en tant qu'homme dans la société. Et l'objectif du lieu, c'est vraiment d'engager les échanges sur ce sujet pour que chacun et chacune puisse choisir librement sa vie. Le milieu de la radio, par exemple, est quand même assez... là, on est entouré de 4 hommes. Et oui, tout à l'heure, vous étiez 5 hommes. Exactement. Donc, on peut parler de parité. Je pense que les filles, elles ont beaucoup plus de difficultés à se dire, tiens, moi, je vais y aller, je vais venir parler au micro, etc. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, parce que l'orientation, comme l'a dit Chloé, dès le plus jeune âge, elle fait que, en fait, soit les filles n'osent pas, soit on ne leur propose même pas.
Et voilà, on pourra en reparler encore, mais il y a ces plafonds de verre, ces parois de verre dont on parle beaucoup dans la société qui font que voilà, les filles et les garçons ne s'orientent pas de la même manière, même lorsqu'ils auraient une envie d'aller vers quelque chose en fait. Alors justement, ce terme de plafond de verre est intéressant. Est-ce que vous pourriez l'expliquer pour nos auditeurs et nos auditrices ? Là encore, tout un sujet, sans rentrer dans le détail, l'idée du plafond de verre, c'est quand même que pour accéder à des postes à responsabilité, on constate qu'il y a une très grande majorité d'hommes et qu'il y a peu de femmes. Et que l'évolution, elle se fait, mais très lentement. Même si on en parle beaucoup, ça reste encore très lent. Par exemple, on parlait tout à l'heure des entreprises du 440. Il y a 3 femmes qui sont à la tête d'entreprises du 440. Voilà. Mais au-delà de ces domaines qui sont très, très symboliques aussi, l'accès aux postes à responsabilité demeure accessible en grande majorité aux hommes plutôt qu'aux femmes, pour tout un tas de raisons. Et justement, l'objectif du forum, on en parlait, du forum de l'égalité professionnelle et de la mixité, qui aura lieu le 11 octobre prochain à Rochefort, va aussi essayer de nous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve moins de femmes dans ces postes à responsabilité, qu'est-ce qui se joue, et puis comment faire évoluer les choses surtout. L'évolution professionnelle, en fait, c'est ça, l'évolution professionnelle des femmes. C'est comme une pyramide, on voit que dans le bas de la pyramide, on a beaucoup de femmes, donc on vous parle de personnes avec des compétences identiques, on est bien d'accord, voilà, compétences identiques, des diplômes identiques. Et en fait, dans le bas de la pyramide, là où les salaires sont les moins importants, on va trouver plus de femmes que sur le haut de la pyramide. Plus on arrive en haut de la pyramide, moins il y a de femmes. Alors, il y a plein de préjugés, c'est les femmes sont moins fortes en sciences, les femmes sont moins fortes, mais ce qui est absolument faux, ou en fait il va y avoir des carrières aussi qui sont hachées parce que les femmes vont porter les bébés, donc la maternité va aussi arrêter les carrières, et puis on se dit voilà, une femme on peut pas lui faire confiance sur ce genre de poste, etc. Il y a plein de raisons, et puis il y a des raisons qui sont beaucoup plus ancrées que ça, je pense aussi sur voilà, au-delà des capacités d'une femme, sur cet aspect de pouvoir que les hommes veulent quand même parfois conserver, quoi. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose, vous parliez tout à l'heure, Chloé, de jeux vidéo, parce qu'en effet, dans le jeu vidéo, dans tous les domaines en fait, de la vie, on retrouve des inégalités. Et je pensais au festival Sœurs Jumelles qui a eu lieu en juin dernier, puisque c'est un festival qui est fortement engagé dans la parité, et le festival parlait à un moment donné des jeux vidéo. Il y avait de super conférences menées par Women in Games qui montraient les stéréotypes des personnages dans les jeux vidéo, et c'était assez troublant de voir à quel point on avait des représentations mais vraiment caricaturales en fait chez les hommes et chez les femmes, et qui n'ont jamais vraiment été remis en question. Il n'y a que ces dernières années que ça commence à évoluer. Et moi-même, pourtant qui connais bien les jeux vidéo, le fait d'entendre la conférence, ça m'a vraiment, encore plus ouvert les yeux, parce que on est tellement habitué par les personnages, ces personnages de caricature, qu'au bout d'un moment, en fait, on ne les voit même plus, en fait, ça ne choque plus. Je pense aussi à une autre conférence qui avait lieu, qui regroupait plusieurs femmes de l'industrie musicale. Alors je me rappelle plus les noms, mais il y avait la directrice de Sony Music, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait une autre dame qui travaillait à la BBC. Elles avaient toutes des rôles extrêmement importants, des rôles de direction, et elles expliquaient, même dans le moindre détail, toute cette pression que l'on peut avoir au quotidien, parfois aux petits détails de personnalité ou d'attitude que l'on pourrait être tenté de gommer dans un monde fortement masculin. Et c'était vraiment très intéressant. Peut-être qu'on peut retrouver sur internet certaines conférences, mais je vous invite à vous intéresser au festival Sœurs Jumelles. Le festival sera de retour l'année prochaine. Et Julie est notre marraine, exactement, voilà. Exactement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi. Et voilà, j'en parlais aussi pour ça. Donc le forum de l'égalité professionnelle, il aura lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, le mercredi 11 octobre au Palais des Congrès. Ce sera de 10h à 18h, pardon. Qu'est-ce que l'on pourra retrouver tout au long de la journée ? Tout au long de la journée, il y aura des stands de nombreux partenaires qui travaillent dans le champ de l'emploi, de l'insertion, de la formation, de l'orientation, qui pourront vous présenter leurs actions, leurs missions, et puis aussi leurs engagements en faveur de l'égalité professionnelle, ce qui peut être mis en place pour essayer d'avoir plus de mixité dans certains métiers, notamment.
Et il y aura également des tables rondes tout au long de la journée avec des intervenants et des intervenantes qui parleront de sujets variés. Quand on dit que l'égalité, ça concerne tout le champ, les sports, les jeux vidéo, la culture, le travail. Dans le travail aussi, ça concerne un très grand volet de choses. Et donc la première table ronde portera plutôt sur les questions d'orientation et de formation et les enjeux d'égalité qu'il y a à travers ce sujet. On aura aussi une table ronde qui portera davantage sur le volet législatif. De quoi on parle quand on parle d'égalité professionnelle? Où est-ce qu'on en est en termes d'égalité dans les droits quand on parle d'égalité professionnelle et de mixité? La suite du programme il y aura une table ronde qui portera sur des témoignages de personnes qui sont de sexe sous-représentés dans leur métier, des hommes et des femmes qui sont dans des milieux très masculins ou très féminins. Comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on s'y plaît? Est-ce que tout se passe bien? La plupart du temps, c'est le cas quand même, qu'on rassure tout le monde déjà. Il y aura également une table ronde qui portera sur spécifiquement la mixité et les freins et les barrières aux carrières des femmes. Et une table ronde enfin pour finir sur les pratiques professionnelles pour aller vers plus d'égalité, parce qu'il y a plein de choses qui existent au niveau local comme au niveau national, et c'est important de mettre en avant ces initiatives et de donner des idées, des exemples aux personnes et aux structures qui souhaitent s'investir dans ce champ-là. Pour ce qui est des métiers fortement masculinisés ou féminisés, j'ai une collègue hier a imprimé des images trouvées sur Internet à destination des écoles primaires, des maternelles. Je vais juste vous les passer sur le plateau. Tiens Ismaël, si tu peux les présenter sur la table. Et j'ai surligné les métiers, et ça va sûrement vous faire sourire, mais sans surprise, on retrouve des hommes sur les métiers, par exemple, où il y a de la conduite, ou alors quand ça va être plombier, policier, c'est forcément un homme. On retrouve vraiment ces stéréotypes. Donc c'était l'occasion de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'en fait, les visions genrées se construisent dès l'enfance en fait. Alors j'espère qu'à l'école on n'a pas ces images-là, ou qu'en tout cas... Si, je suis enseignante en fait avec des petits de 3, 4, 5 ans. D'accord. Donc ça me parle bien. Et on voyait ça hier avec les collègues et on était quand même assez choqués en fait de voir ça à la limite. C'est assez surprenant, donc c'est marrant parce qu'en fait juste en cherchant sur internet dans le quotidien on trouve encore plein de représentations très, très stéréotypées. Donc vous aurez l'occasion de le voir sur le plateau, on pourra peut-être le remettre en story parce que là on voit pas bien sur les caméras. Avez-vous quelques exemples de clichés qui ont la peau dure aujourd'hui dans ce qui concerne les métiers et les compétences, les qualités que l'on donnerait plutôt aux hommes par rapport aux femmes? Chloé va compléter, mais je pense qu'en fait, on part en effet des tout petits. C'est super ce que vous nous montrez là. Moi, j'ai un jeu où, en effet, infirmière, par exemple, on a le pendant masculin. Infirmière, infirmier. Exactement. Oui. Pompier, alors j'aime pas, c'est vrai que le mot pompière est peut-être pas très joli à entendre, mais voilà, en tout cas, on essaie d'associer le métier à la fois qui est trop féminisé avec un métier qui finalement peut être aussi un métier d'homme. Il n'y a pas de métiers normalement qui sont voués aux femmes et d'autres métiers qui sont voués aux hommes. Ça commence tout petit et ensuite c'est l'orientation qui fait qu'en effet on a des préjugés sur ce que les femmes savent mieux faire. Il faut qu'elles soient douces, donc infirmière, il faut être douce, gentille, sage, jolie. Voilà, c'est souvent ça. Et un garçon, il faut qu'il soit fort. Et dès qu'il est petit, on lui dit souvent t'es tombé, tu t'es fait mal. Alors pas moi en tant qu'enseignante, je fais pas ça justement, au contraire. mais même les papas et les mamans disent à leur garçon t'es fort, tu vas pas pleurer. Donc vous voyez pourquoi on a voulu parler d'égalité et pas seulement des femmes. C'est que on estime que les garçons aussi, tout petits, on leur retire certaines choses. C'est-à-dire que en gros, ils n'ont pas le droit d'avoir des émotions. Mais je pense que c'est de là que partent en effet après les violences. Si on ne peut pas traduire ces émotions et qu'on n'a pas le droit de les dire et de les montrer, eh bien forcément, on va le faire autrement. Donc voilà, on n'est pas sur les métiers exactement, mais c'est quand même de là que ça part. C'est-à-dire nous, on inculque en fait à nos enfants, ce qu'on a eu aussi en notre temps, que les garçons ils jouent au foot, et les petites filles elles se déguisent en princesse. Non, toutes les petites filles n'ont pas envie de se déguiser en princesse, elles aiment parfois jouer avec des super voitures, et puis elles aiment aussi faire du foot parfois, et puis les garçons aiment danser. Ça part de là. Mais,
Et à la Maison de l'Égalité, on peut retrouver plein de contenus différents qui permettent de revenir sur toutes ces notions. On ne pourra pas tout résumer, bien sûr, en une interview. On retrouve donc des expositions, des projections débats, une égalitech, une bibliothèque avec plein de ressources qui parlent de la parité, des droits. Il y a des rencontres, des échanges sur les pratiques professionnelles. Quels événements organisez-vous à la Maison de l'Égalité pour la fin d'année ? Juste pour compléter, il y a aussi des jeux à la Maison de l'Égalité, on en parlait tout à l'heure, notamment sur les métiers. Il ne faut pas hésiter à venir pour les consulter et pour jouer sur place aussi ou les animer auprès de différents publics. Ce qu'on veut proposer, c'est vraiment quelque chose de ludique, d'accessible. On ne va pas forcément parler sur des thématiques qui sont très théoriques et très compliquées. C'est vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver et c'est l'objectif à travers, comme vous l'avez dit, le programme. On a aussi un programme d'action avec des lectures vivantes, notamment sur des ouvrages qui sont au sein de l'Égalitech. Des ouvrages très accessibles, des bandes dessinées, on a aussi des livres et des livres pour enfants. Donc il y aura des lectures autour de ces ouvrages qu'on retrouvera. Il y a des ateliers jeux tous les mercredis, donc là encore, pour reparler des jeux. On a parlé du forum, évidemment, qui sera un temps fort autour de l'égalité professionnelle et de la mixité. On aura également des ateliers d'écriture et des ateliers dessin qui vont commencer en novembre prochain. Et des ateliers de création, de médiation artistique, des ciné-débats, toute une programmation assez riche sur des thématiques aussi variées que le sujet. Et si on souhaite s'inscrire à l'un des événements, comment est-ce que l'on procède ? Est-ce qu'il y a un âge minimum également ? Sur la plupart des actions, c'est ouvert à tout le monde. Il y a par exemple une lecture au mois de décembre qui portera sur les livres et les jeux et les jouets pour enfants, en plein contexte de Noël. Donc celle-ci sera particulièrement adressée aux familles. Autour du mois de novembre, on a le 25 novembre qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc la lecture qui sera proposée portera davantage sur la question des violences. Donc on est un peu moins sur une thématique à destination des plus jeunes. Donc ça va être variable selon les sujets. On a tout un programme qui est disponible en ligne, qui est disponible à la Maison de l'Égalité aussi, et puis sur les réseaux sociaux. Et les inscriptions se font soit sur place, soit par mail quand il y a des inscriptions qui sont nécessaires. Ça dépend des événements. Il y a un mail où on peut écrire, c'est égalite, on met pas d'accent, .lamaison, tout attaché, @ville-rochefort.fr. Puis le téléphone, c'est 05 46 82 35 00. Et je le rappelle, on aura l'occasion de remettre toutes les informations en story également. Vous pourrez réécouter en podcast cette émission. J'ai juste une dernière question, puis ensuite, si vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr, je vous laisserai un peu de temps. On peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux ? Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram pour l'instant et après sinon sur le site internet, mais sur les réseaux sociaux on est essentiellement sur Facebook et Insta. D'accord. Est-ce que vous vouliez revenir sur un élément du forum peut-être ou... On a fait une bonne interview. Bah oui, c'est déjà pas mal, non ? On a quand même pas mal de monde qui va venir. Si on est labellisé avec Erasmus+. Ça doit vous parler un petit peu Erasmus parce que en fait le forum il va au-delà des frontières françaises. On a voulu étendre un petit peu à l'européen. Je pense qu'en effet tout ce qui est formation des jeunes et orientation est une des priorités à mon avis pour pouvoir permettre de mieux s'y retrouver, que ce soit pour les garçons, pour les filles, que tout le monde s'y retrouve. Donc, comment ça s'appelle, Chloé ? C'est les Erasmus Days. Erasmus Days. Donc, on est du coup labellisé avec Erasmus, avec les Erasmus Days. Et puis, on a du beau monde qui vient. Normalement, on a une sénatrice qui va venir, sénatrice qui a coécrit une des dernières lois qui est passée début juillet. Donc, vous voyez, les choses, elles continuent à évoluer. Trop lentement, à mon goût, mais voilà. Donc, il va y avoir du monde. Donc je le rappelle, le forum égalité professionnelle et mixité, ce sera le mercredi 11 octobre au Palais des Congrès. Merci Madame Delacroix et Madame Giraud. Merci. On repart en musique avec un morceau que vous connaissez tous très sûrement dans la radio pour les personnes qui sont là. C'est le morceau emblématique de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, et on se retrouvera juste après. On enchaîne directement après pour une nouvelle interview. On se retrouve après sur On Air Radio. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. L'info près de chez vous. L'info près de chez vous.
Guest of the day. L'invité du jour. On a 2 invités aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire, je m'en mêle même les pinceaux dans la régie. Il y a Willy qui se fout de moi. C'est pas bon ça. Donc super intéressant cette interview avec la Maison de l'Égalité. Et maintenant on reçoit l'association Hermione avec Manon Reynard. Donc vous travaillez au pôle formation et commercial et vous allez nous parler de la nouvelle formation Esprit Maritime Conchiliculture. C'est ça. Je vous laisse vous représenter, j'ai déjà dit l'essentiel encore une fois, j'anticipe, j'anticipe trop. Du coup, moi je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et je suis en BTS Gestion Petite et Moyenne Entreprise à Groupe Alternance Rochefort. D'accord. Et du coup, depuis le 3 juillet de cette année, je suis assistante administrative formation et commerciale au sein de l'association Hermione Lafayette. D'accord. On a déjà eu l'occasion de recevoir l'Hermione à plusieurs reprises, je crois 2 fois, en 2021 et en 2022. Avant de présenter la nouvelle formation, quelle autre formation peut-on retrouver à l'association Hermione ? Alors, les formations touchent vraiment des plus petits aux plus grands, des scolaires aux particuliers, aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. On va retrouver des thématiques comme Fresque Océane pour la protection de l'environnement et des océans, ou bien des thématiques comme développer la solidarité par la confiance en soi, parce qu'effectivement, l'Hermione, c'est un bateau. Et sur ce bateau, on retrouve vraiment tout type de métiers et au-delà du bateau, il y a une gestion derrière assez importante. Et nous intervenons vraiment pour le développement des personnes, que ça soit sur les projets professionnels, mais aussi en fait faire découvrir les métiers du milieu maritime. D'accord. Et pour la nouvelle formation Esprit Maritime Conchiliculture, c'est une toute nouvelle formation ou une formation qui a été peut-être modifiée ? Alors c'est une toute nouvelle formation qui commencera le 30 octobre de cette année. Elle est toute nouvelle, donc ça intervient en fait sur savoir commercialiser et produire des huîtres et des moules, puisqu'on intervient donc sur la conchiliculture et la mytiliculture. Alors ça c'est vraiment ce qui s'en charge le lycée de Bourse-Franc, puisqu'eux sont spécialisés là-dedans. Et nous on intervient en fait sur la partie esprit maritime, qui sont en fait des points sur le développement en fait de ses envies professionnelles, la confiance en soi, le côté aussi découverte du milieu maritime. Donc voilà. À qui cette formation est destinée ? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir y accéder ? Alors non, il n'y a pas de prérequis. Elle touche toute personne et également les demandeurs d'emploi et les jeunes suivis en contrat engagement jeune. Et quelles compétences cette formation développe-t-elle ? Parce que je crois bien comprendre qu'en fait, au-delà des métiers de la conchiliculture, en fait, ça permet de développer plein de compétences diverses pour les personnes qui voudraient peut-être se réorienter dans d'autres domaines après. C'est ça. En fait, alors il y a une certification qui est remise à la fin avec les partenaires, puisque en fait il y aura des mises en situation en entreprise. Donc les personnes seront réellement plongées dans le milieu de la conchiliculture et de la mytiliculture. Mais évidemment, ça permet à ceux qui sont perdus de découvrir un nouveau métier, mais également de se positionner sur qu'est-ce qu'ils ont envie réellement de faire. On est vraiment là pour leur ouvrir des portes. Que ça soit au milieu de la mer, mais tout autre. C'est là qu'ils se rendent compte réellement de leurs envies. Et vous pensez que ça développe quelle qualité particulièrement ? Eh bien déjà, je pense que ça développe la polyvalence. Il y a une partie aussi d'apprendre, de réapprendre à avoir confiance en soi, puisque si on intervient parfois sur les demandeurs d'emploi ou les jeunes qui sont un petit peu perdus, parfois il y a beaucoup cet aspect de perte de confiance en soi, donc on intervient réellement là-dessus. Et puis il y a une partie aussi assez professionnalisante, puisqu'ils apprennent vraiment des techniques de production et de commercialisation. Et commercialisation, ça touche aussi toute autre entreprise. Est-ce que la formation est payante ? Alors non, la formation est gratuite pour les bénéficiaires. Je connais les réponses à l'avance, bien sûr, mais pour nos auditeurs. Comment peut-on candidater à Esprit Maritime Conchiliculture ? Alors tout simplement en appelant l'association ou bien par mail à formation@hermione.com.
Et si on veut avoir plus d'informations sur l'association Hermione, on peut vous retrouver sur certains réseaux? Oui, alors nous sommes sur Facebook et Instagram à Association Hermione Lafayette, également sur Twitter et aussi sur LinkedIn. D'accord. Donc la prochaine session de formation aura lieu le 30 octobre, vous avez dit. Il y en aura d'autres en 2024 également, à la même période? Pour l'instant, non. On attend vraiment le démarrage, voir combien de personnes en tout nous avons pour pouvoir effectuer cette formation, puisque depuis 2021, nous sommes certifiés Calliope. Donc cela atteste aussi de notre qualité, notre engagement envers tous les participants de toute formation et de tout âge. On est déjà à la fin de cette interview. On a dit l'essentiel, je pense. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Eh bien, soutenez l'Hermione. L'Hermione a besoin de vous puisque actuellement elle est sur Anglette en réparation suite aux champignons qu'il y a eu. Donc elle est en cale sèche. Il y a la possibilité de faire des visites libres et guidées. Et bien évidemment de venir nous voir à l'Arsenal des Mers pour voir les expositions de nos très chers collègues ainsi qu'à l'Office du tourisme de La Rochelle où il y a eu l'inauguration hier d'une nouvelle exposition sur l'Hermione. Voilà. Très bien, oui, l'Hermione qui est le symbole de cette ville, bien sûr. Et on souhaite tout le meilleur et on peut également peut-être donner des dons oui. sur le site internet. Oui, c'est ça, sur le site internet hermione.com, une page de dons est ouverte ainsi qu'adhérer. Et bien évidemment, si vous voulez être bénévole, nous serions très ravis de vous accueillir. Pour toute personne, même les personnes en situation de handicap, il y a un accompagnement au sein de l'association, donc c'est ouvert à tout le monde. Très bien, merci beaucoup Manon Reynard. Merci à vous. On va repartir en musique et ensuite on fera une chronique, peut-être Willy ou moi. On a beaucoup de choses à dire encore, on a toujours trop de choses à dire. Alors on va parler dans Pop Music, ça va être assez court cette semaine. Ouais. De PNL pour commencer. En fait, ça va être une chronique spéciale record et vente d'albums. Il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent cette semaine non plus. Alors pourquoi je parle de PNL aujourd'hui ? Déjà, qui écoute du PNL ici ? Ah ouais, tiens. Ouais. Non mais il y a Hugo qui vient de nous rejoindre à la table. Ouais. Hugo. Qui est passé de la chaise publique à la chaise. T'écoutes du PNL toi ? Non. T'écoutes quoi comme style de musique ? Alors plutôt de la musique japonaise ou K-pop. Ouais. D'accord. Ok. Du métal, donc c'est un peu varié. D'accord. C'est vrai que tu nous avais dit qu'il écoutait du métal. C'est vrai, je me souviens la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours. Du métal à la K-pop, il y a... Et du changement, oui. Ouais. Mais pourquoi pas, c'est bien la variété aussi. Ouais, c'est bien. Et j'imagine que tu écoutes du coup des groupes de rock ou métal japonais, coréen, chinois peut-être ? Chinois non, pas ma connaissance, mais coréen oui. Oui, c'était quoi le nom du groupe d'ailleurs coréen qui fait du métal, qui mélange les deux, c'est Baby Metal ou un truc comme ça hein. Je crois qu'il y a un groupe de de chanteuses coréennes qui font du métal directement. On peut mixer les deux, c'est possible. Excellent. Moi, je suis vraiment une quiche. Je suis pareil, moi je connais rien du tout. Voilà, je ne connais pas. Ça pourrait être intéressant un jour d'en parler si quelqu'un. Il y a d'excellents morceaux de K-pop et d'excellents groupes de K-pop. Moi, et ça fait le plein, c'est pas pour rien non plus. Ce qui est fou, c'est l'engouement qu'il y a autour de ça. Ouais, c'est ça. Il y a une communauté qui est très très forte aussi, par rapport à ça. Ah bah t'as quand même mis j'ai remis la musique il est en douce. Donc PNL du coup. Donc PNL, alors je parle d'aujourd'hui puisque en 2019 vous le savez ils ont sorti leur album Deux Frères et il se trouve que cet album vient de franchir le cap du 1 million de ventes en France, ça arrive pas souvent et déjà leur premier album qui s'appelait Le Monde de Chico s'est coulé à 500 000 exemplaires à l'époque. Tandis que leur deuxième, qui s'appelle Dans la légende, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Donc ça fait 2 albums avec plus d'1 million d'exemplaires rien que pour PNL. Ils ont sorti que 3 albums jusqu'ici. Ça fait maintenant 4 ans qu'ils n'ont pas fait de musique, donc bon... 30 déjà, ouais. Peut-être, déjà, c'est là que tu vois que le temps passe vite. Tout le monde en parlait pendant un moment sur le réseau. Parce qu'à chaque fois, dès qu'ils arrivent, ça crée l'événement, c'est impressionnant. Ça crée un buzz pas possible. Au niveau des écoutes, je crois qu'ils étaient souvent classés dans le top 3, je crois, souvent. C'est ça, et puis vu qu'ils font aucune com autour, au final ils disparaissent un peu comme les Daft Punk. Oui, c'est ça, Et tu les attends pas, et hop. C'est ça. Et petite question, Tom, excuse-moi, tu parles de vente physique ? Et là, oui, c'est... Alors... Ah oui. Alors, la question piège. En fait, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'ils ne précisent pas et ça peut être en effet des équivalences. Et je pense que c'est plutôt ça peut être les deux, en fait.
Ça se trouve, c'est peut-être parce que le les cumul ventes des deux. physiques, Ouais, mais 1 million de alors, ventes physiques, ça serait énorme. Pour PNL, aujourd'hui, oui. ça s'est bien vendu parce que même quand on voit dans les magasins aujourd'hui, on voit encore leurs albums et Oui. puis on les voyait constamment. Ils ont un bon merch qui marche, je pense, sur leur site. Mais oui, il y a peut-être une bonne part qui est en équivalent streaming. Après, cela dit, c'est quand même bien fait parce qu'il faut beaucoup de streams pour faire un équivalent album aujourd'hui. Ils ont même revu la méthode de calcul il y a quelques années pour justement être encore plus égalitaire parce qu'ils se rendaient compte que on oubliait un peu le physique en fait avec la nouvelle manière de comptabiliser. Ce qui fait que maintenant c'est un petit peu mieux pensé. Donc Deux Frères a comptabilisé à la première semaine de sortie 113 000 ventes à l'époque, c'était 113 214 pour être exact, ce qui était déjà le record pour un album de rap français pour la décennie 2010, avant d'atteindre en l'espace d'un mois le double platine, donc 200 000 ventes, ce qui est complètement dingue en l'espace de 2 mois. Il y a Orelsan qui fait ça aujourd'hui, très peu de personnes en fait dans le rap, ou peut-être Nino, ou encore... Jul. Alors Jul, je ne l'ai pas dans la liste. Ah, c'est curieux ça, parce que je crois que c'est un des plus gros vendeurs, Jul, semblait. Il fait beaucoup de streams, il vend Top des streams albums. très souvent. Ouais, d'accord. Mais pas à ce point en fait. Alors c'est très haut, mais j'ai d'autres exemples. Si on prend Gims, Soprano, Nekfeu et Nino, ils possèdent tous au moins 2 albums double diamant dans le rap français. C'est les seuls à détenir. T'as même pas Booba ou un truc comme ça, lui qui était quand même la tête de liste à chaque fois. Alors après peut-être qu'il parle vraiment de la décennie 2010. Ah oui, ok, c'est possible. Ah oui. Après Damso, alors je l'avais pas dans mes informations. Peut-être qu'il est pas loin, mais c'est vrai qu'il marche très bien aussi. Et des fois ça peut être étonnant. Il peut être pas loin en effet. Puis dans quelques mois il va avoir le disque de diamant. Mais voilà, bon déjà quand t'es double disque de diamant, t'es content. Oui, déjà c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais ce qui montre que ces artistes, ils ont un impact, et surtout PNL, tu compares avec Daft Punk, c'est vraiment impressionnant de communiquer si peu, mais de manière extrêmement efficace. J'adore ce genre de manière de communiquer comme Mylène Farmer, tu entends jamais parler d'elle, et puis boum, être rempli des stades, elle vend plein d'albums. Ça montre le pouvoir qu'ils ont, et je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre qu'on peut très bien vendre de la musique sans toujours faire parler de soi, que ce soit de la musique ou pour d'autres choses. Bon, après on a entendu parler d'eux pour des trucs un petit peu moins glorieux quand ils se sont fait arrêter, enfin l'un des deux. Mais voilà. Ça fait partie de l'image aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Puis leur tournée a bien fonctionné l'année dernière aussi. Ça a reboosté énormément les ventes d'albums. Et on sous-estime peut-être aussi les ventes d'albums lors des tournées, mais tu parlais de Beyoncé tout à l'heure, qu'on écoutera la semaine prochaine. Oui, du coup ça sera le petit teasing, ouais. Mais pareil, dès qu'on fait une tournée, les ventes d'albums elles explosent, ils font... Même les albums précédents aussi, parce qu'il y en a qui réécoutent les vieux albums, c'est ça que ça marche aussi souvent. C'est vrai. Je vais vous parler ensuite de notre amie Céline, qui a bien de choses à nous dire. Céline Dion. Parce que vendredi dernier sur M6, une émission spéciale était diffusée en hommage à Céline Dion, et plus particulièrement l'un de ses albums. En hommage parce qu'elle est décédée, c'est bon? Non? Elle est toujours vivante quand même? Pas encore. En l'honneur. Mais je pense que sa carrière, malheureusement, ça va pas continuer de la plus belle des manières, parce qu'elle est vraiment très malade. Oui, visiblement. Très ça fait déjà des années. Ça fait quelques années, quand tu entends ses lives, c'est plus comme avant, quoi. En fait, dans cette émission, c'était un hommage à l'album 2 qui a été écrit avec un monument de la musique française, Jean-Jacques Goldman, exactement. Et j'étais surpris, mais en fait, c'est un peu l'album de tous les records, puisque c'est le disque le plus vendu de l'histoire de la musique en France. Oui, ça fait un carton monumental. Il est sorti dans les années 90, en 1995, donc c'est pas si loin que ça, mine de rien. Et c'est le 15e album de Céline Dion. Oh la vache, déjà. Elle en a sorti beaucoup. Elle a commencé jeune. Elle a commencé jeune. C'est vrai. Ouais, mais elle en sortait un par an en fait. Quand tu regardes. Si elle commence dans les années 80, c'est un par an. Elle a commencé vraiment enfant, quoi. C'est ça, dès qu'il y a eu l'Eurovision, puis même avant, elle en a peut-être sorti un ou deux. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait l'Eurovision. Oui. Partez pas sans moi. Voilà. C'est vrai. Et voilà, c'est devenu un phénomène. Et puis cet album a été, en plus, il est vraiment très beau. Je l'avais écouté il y a quelques mois. Bon, déjà, j'adore les textes de Jean-Jacques Goldman. C'est difficile de ne pas aimer. Mais plus la voix de Céline Dion, je trouve que... Puis c'est un album qui est assez varié en fait quand on l'écoute, je trouve. Donc voilà, c'est mon petit côté, j'aime bien Céline Dion. Hein. Je suis pas un fan, mais cet album je l'aime particulièrement. Et puis j'adore les grandes voix, et forcément c'est quelque chose, Céline Dion. Ça fait mouche. Exactement. Donc, tiens, on va faire la juste audience des albums. Ouais. À combien d'exemplaires s'est vendu l'album 2, à votre avis?
Bah là, du coup, si t'es un record numéro 1. En France, hein. Surtout à l'époque, en 90, tu faisais des gros cartons, c'est plus comme maintenant. Hein. L'album le plus vendu de tous les temps, c'est Thriller, mais tout pays confondu, c'était 75 millions, un truc comme ça. Alors on en est moins quand même. Donc si là, ça va être moins, on va dire, je sais pas moi, 15 millions, c'est déjà pas mal. Là, tu dis dans le monde, là, c'est en France. Oui, c'est pour ça. Voilà. Je sais pas, 15 millions Non, c'est moins. C'est moins. 4 millions 7. C'est moins. Moins que 8 Oui. 3 4,5. Bah, c'est déjà beaucoup. 4,7. Bah ouais, mais c'est 4,7, bravo. Ouais, t'es pas loin. Donc 4,5. C'est déjà beaucoup, remarquez. C'est énorme. Hein. En France, ouais. Tu dis qu'un Français sur 20. Moi, je suis nul en maths, me demande pas, mais. Non, Français sur 10 en a un presque. Ouais, quasiment. Ouais, c'est ça, pratiquement. Après, il y a les ventes de singles qu'il faut compter indépendamment. Ouais, aussi, ouais. Tout le monde n'a pas acheté l'album, mais au moins tout le monde l'a entendu, réentendu, et puis il est beaucoup réécouté aujourd'hui. Allez juste devant, donc Thriller de Michael Jackson, mais aussi devant Francis Cabrel, avec Samedi Francis Soir Cabrel, sur la Terre. ça marchait bien. Oui, ça cartonnait. J'étais assez surpris aussi, je pensais pas qu'il était dans le top. Si, ça a très bien marché, Cabrel. Pendant moins de 10 ans, tu vois, des années 80-90, ça a été un gros carton. Et j'étais aussi étonné, même si le groupe a fait un énorme succès tout au long de sa carrière. C'est Supertramp qui est juste derrière avec Breakfast in America. Et j'ai le vinyle chez moi d'ailleurs. Ah, ça c'est rigolo. Ouais. C'est marrant qu'il soit là. De toute façon, c'est l'un des albums les plus vendus dans le monde déjà. Lui. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que c'est pas pour rien que ça a été. C'est encore diffusé sur la radio. On entend beaucoup de titres de Supertramp, enfin toujours un peu le même. Bah, leurs plus gros titres qui sont dans l'album. Oui, c'est vrai, c'est surprenant de les voir là. On aura l'occasion de les réécouter. Bon, là, j'ai pas la playlist prête, mais la semaine prochaine, j'aimerais bien repasser du Supertramp. C'est aussi donc l'album francophone le plus vendu. Attendez, il y a un problème dans les chiffres. Les chiffres sont pas bons. Je me corrige. En 1995, l'album s'est vendu à 4,5 millions d'exemplaires, mais au total, en fait, au fil du temps, il s'est plus vendu dans le monde, c'est 12 millions de copies, donc 3 fois plus. Mais tu dis en une année, il a fait déjà un tiers de toutes ses ventes mondiales, ce qui est complètement fou. Pour le coup, oui. D'où l'importance de ne pas lésiner sur les moyens lorsque c'est la sortie de l'album. Puis après, il y a le succès des Steam qui est là. Qu'est-ce que j'ai comme autre chiffre à vous donner? Donc c'était un record à l'époque, naturellement. L'album se vend encore bien. En 2022, c'était 49 000 copies. Alors bon, ça se tasse avec le temps. Ouais, mais c'est toujours ça. Hein. 33 000 début 2023. Il y a des artistes qui sortent des albums aujourd'hui, ils vendent moins en un an. C'est vrai. C'est plus que la majorité des albums qui sortent. Hein, donc oui, c'est vrai. Parce que quand on regarde à chaque fois les top albums ou top singles, ils font moins en termes de vente que Céline Dion, par exemple. Vous comprenez maintenant pourquoi Jean-Jacques Goldman n'a pas besoin de rechanter. Oui. Depuis 95, il est en retraite en fait. Hein. Il avait déjà commencé avec Johnny aussi, mais bon. Même avant, il aurait pu. Voilà, tranquille. Ouais, il a de bons royalties. Ouais. Et cette année, c'est 33 000 copies qui ont été écoulées pour cet album. En termes de stream, c'est aussi phénoménal, c'est 270 millions d'écoutes cet album sur Spotify. Encore une fois, pour des albums classiques, c'est beaucoup. Hein. Aujourd'hui, des artistes font 1 milliard d'écoutes. Des artistes de K-pop marchent très bien. Souvent, à la sortie, ils atteignent très rapidement 270 millions d'écoutes pour un titre, les stars américaines. Mais là, pour une star francophone, faire ce score-là pour un album sorti en 95, c'est énorme, vraiment. Après, elle marche aussi très très bien aux États-Unis, Céline Dion. C'est quand même une grosse star là-bas. Oui, elle marche bien encore, c'est vrai. Mais bon, elle a sorti tellement d'albums que. Puis, encore une fois, là, c'est l'album francophone. Est-ce qu'ils écoutent beaucoup ces musiques francophones dans le reste du monde, à part nous? Je sais pas. Je pense qu'en termes de vente, elle a dû en vendre beaucoup plus sur ses versions anglaises, en fait, sur les albums où elle chante qu'en anglais. Ouais. Probablement, ouais. Mais bon, dans tous les cas, c'est l'album francophone qui s'est le mieux vendu dans le monde. Le single Pour que tu m'aimes encore a été le titre le plus diffusé en radio en France et il s'est vendu à 2,1 millions d'exemplaires. Donc je pense que c'est aussi lors de l'année de sortie. Et aux Victoires de la musique 1996, elle a remporté les prix de chanteuse francophone et de chanson de l'année. Donc bon, c'est pas mal. Je sais même pas si elle a gagné des trucs comme les Grammy Awards. Ils sont pas du genre à récompenser les Français. Ouais. Les Energy Music Awards, de toute façon, on sait très bien que non, parce que c'est toujours les mêmes. Mais elle a gagné des prix aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, oui. Après, je sais pas lesquels qu'elle aura pu gagner. On va faire une apparition avec
qui sort du cercueil. Vous savez que ça me fait On marrer. dirait un peu, tu sais, le jingle que t'as dans le Burger Quiz, le burger de la mort. Ouais, alors je rappelle que ça c'est la musique de The Fog, musique de The Fog de John Carpenter évidemment. Alors ça me fait marrer parce qu'à chaque fois vous balanciez cette musique pour la chronique, parce que figurez-vous, je sais pas si vous avez vu The Fog de John Carpenter. Non. J'ai vu The Thing, mais The Fog je sais pas. Alors The Fog en fait suit notamment l'héroïne s'appelle Stevie Wayne. C'est une femme qui travaille dans un phare et qui est animatrice radio dans un phare. Ah ouais, ok. Et elle observe l'arrivée de ce fameux brouillard avec plein de fantômes à l'intérieur de sa radio, et elle communique avec la ville qui est en dessous par la radio. Donc c'est assez rigolo d'avoir choisi cette musique pour la chronique. Ça tombe sous le sens. Et voilà. Et sans transition, on va parler on va passer à parler d'une bande originale. D'un film aussi qui est sorti dans les années 80, 1987 très exactement, et qui a donné lieu à toute une suite de films. Je veux parler du film Hellraiser, qui est vraiment une licence maintenant, une licence de film Hellraiser. Alors là, on a un collector, effectivement, ça fait partie des rares collectors que j'ai dans ma CD-Tech. Édition limitée à 3000 exemplaires, voilà, qui possède la particularité de receller plusieurs CD, 3 très exactement, à savoir les bandes originales des 3 premiers films, parce qu'il y en a beaucoup plus depuis. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est une énigme pour l'ouvrir. C'est une énigme. C'est super chouette. C'est une énigme Je pour ne l'ouvrir. que ça fait une croix en fait. Ouais. Alors en fait, ça se base sur le concept d'Hellraiser qui est basé sur The Lament, je sais plus. Bon bref, le puzzle box quoi, The Lament Configuration, pardon, excusez-moi, qui est un cube qui, lorsqu'on trouve comment on l'assemble, ouvre la porte vers l'enfer, tout simplement, puisque c'est ça un petit peu le concept d'Hellraiser. C'est aussi l'enfer de leur ferme, mais visiblement. Oui, tu vois, à chaque fois je me fais avoir, tu vois, j'ai celui-là, bon bref. En tout cas, bon, il y a un gros collector, et c'est pas pour rien ce collector, j'y suis encore. Je vais y être dans 1 heure. Et après on va faire le Rubik's Cube. Oh, ça va, c'est tranquille quoi. La particularité d'Hellraiser, c'est que c'est pas n'importe qui l'a réalisé et qui l'a scénarisé, puisque le réalisateur n'est autre que Clive Barker. Clive Barker, c'est un auteur qui est producteur et qui est un artiste britannique qui est né en 52 à Liverpool en Angleterre, et il est connu pour son travail dans le domaine de l'horreur, de la fantasy et de la science-fiction, et il a acquis une renommée vraiment internationale pour ses contributions dans la littérature et le cinéma et les arts visuels, parce que il est d'abord écrivain. Ses créations ont carrément donné lieu à un genre qui s'appelle le splatterpunk. Le splatterpunk, c'est quoi ? Avant Clive Barker, parce que c'est vraiment un des monuments qui a fait générer ce genre, l'horreur, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était plutôt de l'épouvante. Donc en littérature, on était plutôt dans du Lovecraft, on était plutôt dans du Stephen King, on était dans quelque chose un peu sombre, mais qui allait pas très loin dans le gore au final. Clive Barker, lui, il est arrivé, il a un peu tout démonté, il a proposé une horreur complètement crue, très premier degré, très cru, où on a des mélanges de sang, de sexe, toujours tendance un peu sadomaso. Donc on est arrivé dans un genre qu'on ne connaissait pas par le type de l'horreur, qui était vraiment très, on est un peu plus habitué maintenant, qui allait déployer toute cette horreur un peu cradingue, un peu celle des tueurs en série, celle où vraiment on a l'impression que c'est du fait divers quasiment. Et en fait on n'est plus dans le fantasmatique. Les faits divers de 10 heures. Voilà, on n'est plus dans le fantasmatique, c'est-à-dire que le démon un peu bizarre, la possession, la poltergeist, etc. Là, on est carrément sur des mecs en cuir qui viennent t'apprendre que la douleur, ça fait du bien, quoi. C'est carrément ça. Question de point de vue. C'est une question de point de vue. C'est plus explicite. Voilà, exactement. Bon, ça veut dire aussi que Clive Barker a aussi ses petites tendances et ses petits kinks, on va dire. Et ça en fait partie. Donc, il met ça un petit peu en avant dans ses bouquins. Il est également réalisateur, évidemment, parce que Hellraiser, c'était le premier qu'il a réalisé, mais il a réalisé bien d'autres, notamment Candyman en 1992, par exemple. Oui, je sais pas si vous avez vu Candyman. Ouais, ça, je connais. Ouais. Ça me parle de nom. Ouais. Ça vous dit de nom ? Ah bah oui, de nom. Alors faut pas le dire Candyman 5 fois dans un miroir, parce que sinon il apparaît et il vous tue. Parce que là, t'as déjà essayé, ça fait miroir l'écran. C'est pas comme Beetlejuice, c'est moins sympa quand même, Candyman. Et il a fait aussi Lord of Illusion en 1995 également. Et il a fait un film que moi j'adore personnellement, qui est juste génial, qui s'appelle Nightbreed en version originale, mais qu'on appelle Cabal chez nous, qui est un film dont je reparlerai, parce que c'est un film d'horreur qui pour moi est un monument absolu.
avec des monstres où en fait on suit la vie de gens qui sont monstrueux, qui au Moyen-Âge ont été chassés par des chasseurs et qui ont disparu et qui se terrent dans une ville qui est dans un vieux cimetière aux États-Unis qui s'appelle Midian, et on suit un héros qui revient à la vie et on ne sait pas trop pourquoi il revient à la vie. Il découvre qu'en fait il fait partie de cette grande famille de monstres qui se cachent de l'humanité elle-même, qui veut les exterminer, et rien que le concept d'acceptation, de racisme, etc., on retrouve encore une fois l'horreur crue, et c'est vraiment un excellent film. Mais pour revenir à notre cher Clive Barker et Hal Reiser, en 87, il décide ni plus ni moins d'adapter sa nouvelle qui s'appelle The Hellbound Earth, et il produit la chose lui-même, et il arrive à une période très particulière en 1987 où on est déjà un petit peu on a un peu l'habitude des slashers, on a Halloween déjà, je vous rappelle, c'est 78, on a déjà du Freddy qui est déjà là, on a déjà du Jason pour les vendredis 13, mais lui il arrive avec Hellraiser et on a quelque chose de complètement nouveau, un concept absolument nouveau, puisque l'histoire centrale tourne autour d'une boîte mystérieuse appelée la boîte de le marchand, ou la configuration de lamentation, The Lament Configuration. Cette boîte est capable d'ouvrir un portail vers un royaume infernal peuplé de créatures démoniaques connues sous le nom de, ça vous fait rire, les Cénobites. Romain Manu n'est pas là, donc c'est un nom monastique en fait, c'est un nom de moine qui s'appelle comme ça. Et les Cénobites sont dirigés par le célèbre personnage Pinehead, tête d'épingle, qui est devenu l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma d'horreur, tout en cuir avec des épingles plantées dans le crâne. Ils sont tous ouverts de partout et ils adorent la souffrance, et ils vont apprendre la souffrance. Et je vous propose d'écouter tout de suite le premier extrait, Hellraiser. L'extrait est cheap par rapport à ce qu'il propose pour de vrai. Il faut savoir que Hellraiser, quand il est arrivé, il a proposé une horreur tellement différente qu'elle a marqué durablement. Elle a tellement marqué qu'il y a eu 11 films au total. C'est dire si ça marque. Les personnages de Pinehead, mais surtout l'horreur qu'il l'aborde. D'ailleurs, en ouvrant le CD, vous avez un petit message qui vous dit « Bienvenue ». Bienvenue, vous avez ouvert, ça commence, les portes des plaisirs de l'enfer et du paradis jusqu'aux régions les plus profondes pour expérimenter cette expérience où la douleur et le plaisir sont indivisibles. La boîte, vous l'avez ouvert, ils arrivent, c'est eux, c'est les Cénobites. Tu as là, fermé la porte. Désolé, ça nous fera toujours rire. Ça fera toujours rire. Ils arrivent pour vous prendre avec vous et pour vous faire souffrir. Donc là, on voit pas trop dans le trailer, mais il y a beaucoup de chaînes, de crochets dans la peau. On se fait arracher la peau. Voilà, on est vraiment quelque chose vraiment ce côté SM dont tu as parlé. Complètement le SM. Il y a aussi des choses très très sinistres dans le plaisir sexuel. C'est vraiment accès donc très adulte, parce qu'avant on s'était très soft, hein. Rappelez-vous, Jason il aime bien tuer les tourtereaux qui font l'amour, hein. C'est le péché, hein. C'est en gros, dès qu'il y a un couple qui fait l'amour dans une cabane à Crystal Lake, il meurt, c'est immédiat. Eux ils viennent te le proposer directement, mais dans l'enfer, si possible en t'arrachant un peu des parties de toi-même.
Pinehead, on en parlait, on le voit ici, on le voit également à la fin du trailer. Il est très très important parce que c'est ce personnage qui a tellement marqué le cinéma d'horreur que en fait il est comment dire, c'est grâce à lui finalement que plus la thématique, on a poursuivi les choses. Il y a eu 11 films parce qu'on a même appris quelle était son histoire, puisque tout le monde est humain là-dedans dans ce truc-là. Et voilà, pour la petite histoire d'ailleurs, là cette image de Pinehead qui était l'affiche du film, du premier film Hellraiser, moi je l'ai eu dans ma chambre ado. Je l'ai vu en absent, c'était au-dessus de mon lit. J'adore cette image. C'est vrai que c'est classe. Elle est classe, elle est chouette, et puis c'est un des monstres du cinéma moderne qui est extraordinaire. L'horreur de Clive Barker, je vous invite vraiment à lire ses nouvelles parce qu'on parle souvent de Stephen King, mais je vous assure que la Clive Barker c'est quelque chose. Et les compiles The Hellbound Heart, ils ont sorti quelques-uns. Vous allez comprendre de quoi on parle exactement. La bande originale qu'on vient d'écouter, c'est un artiste qui a composé la bande originale des 2 premiers films qui s'appelle Christopher Young. Et Christopher Young, c'est pas n'importe qui non plus, puisqu'il a énormément contribué au cinéma d'horreur. Il a composé des musiques mémorables pour plusieurs films d'horreur, dont ceux-là, mais aussi par exemple A Nightmare on Elm Street 2, donc Freddy's Revenge, donc le deuxième Freddy et les griffes de la nuit. Il a fait aussi La Mouche 2. Ah oui, okay. Le 2, pas le premier. La Mouche 2, voilà, qui est pas mal. La Mouche 2, même si je préfère le premier. Mais j'ai vu que le premier. Moi. Voilà, et aussi plus récemment, en 2009, Drag Me to Hell de Sam Raimi. Qui était pas mal pour du Sam Raimi, ça pouvait passer. Et elle a une histoire qui est intéressante et on va y revenir après. On va d'abord écouter vous avez remarqué que c'est très symphonique, c'était ça qui est très marquant puisqu'il Christopher Young il bosse beaucoup avec des orchestres. On écoute tout de suite le premier titre de Hellbound du deuxième film. C'est symphonique, c'est grandiloquent, c'est on va dire c'est les titres emblématiques parce que c'est les titres d'ouverture des génériques des 2 films qu'on vient d'écouter. Le reste de la bande originale est beaucoup plus sombre, plus lourde parce que on rigole pas vraiment. En tout cas, on a toute cette progression dans l'horreur petit à petit qui est toujours progressif à chaque fois dans chaque Hellraiser. Vous m'avez dit vous l'avez pas vu, donc personne n'a vu un seul Hellraiser. Donc en voyant des extraits, j'ai peut-être dû les extraits que je vois là, j'ai dû en voir peut-être quelques-uns. Peut-être pas en entier, mais ça me parle en tout cas. Alors le dernier en date, il date de 2022. C'est une espèce de pseudo remake, mais qui était passé sur la chaîne de streaming Hulu, voilà, qui n'a pas connu un succès très retentissant parce que le problème de Hellraiser, c'est comme tous les films qui ont marqué dans les années 80, on préfère voir l'original à des remakes un peu, on reprend un peu les grandes clés. Là, en plus, quand on l'a vu à l'époque, c'est comme les grands classiques comme Massacre à la tronçonneuse, etc. On n'avait pas forcément le même âge, on était un peu moins blasé et c'était très nouveau comme type d'horreur. Donc forcément, refaire toujours la même sauce, c'est un peu limité. Surtout qu'on sait comment ça va finir en général. Il y a quelqu'un qui s'en sort toujours, mais il n'y a qu'une personne qui s'en sort à chaque fois. Voilà, on connaît un peu le concept. C'est peut-être pas la peine, mais par contre moi je vous invite vraiment à si vous en avez l'occasion, alors le Hellraiser vous n'allez pas forcément le trouver sur des chaînes de streaming actuelles comme Netflix ou Disney+, par contre vous allez le trouver parfois sur des chaînes de streaming spécialisées, puisque je vous rappelle que maintenant vous avez carrément des services de stream qui sont spécialisés uniquement dans l'horreur, où on trouve toute la série en général des Hellraiser.
Candyman a aussi reconnu un remake récent que je n'ai pas vu, qui est un excellent film, qui est beaucoup moins, on va dire, gore quand même que les Hellraiser, même si quand je vous dis gore, je trouve que le mot est un peu fort quand même. Hein. Je pense qu'on est un petit peu maintenant habitué à ce genre de choses. C'est pas du saut non plus. Voilà, ouais, et puis ça vieillit aussi, faut pas se mentir non plus, là, donc les effets. Mais comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de vieux films, il n'y a que des nouveaux films que vous n'avez pas vus, donc c'est toujours bon à voir. Et la bande originale de ce film, donc réalisée par Christopher Young, qui est quand même très marquante, hein, vraiment, c'est pour ça qu'il moi ça me fait penser à du John Williams. Ouais, un petit peu, ouais, parce que c'est la symphonie, c'est le côté un peu écrasant. Et tout, ouais. Elle a une petite anecdote qui est très intéressante, c'est que lorsqu'ils ont voulu faire le film, le premier film de 1987, ils ne se sont pas adressés tout de suite à Christopher Young, ils se sont adressés à un groupe anglais d'indus ambiante qui s'appelle Coil. J'en avais déjà parlé à cette antenne et j'en reparlerai jusqu'au bout de ma vie, puisque c'est un groupe british d'ambiante qui est héritier d'un groupe comme Trouble Grizzle, j'arrive jamais à dire le nom, mais qui sont arrivés avec quelque chose de vraiment très novateur, très brutiste, et ils leur ont demandé de faire la bande originale d'Hellraiser. Et figurez-vous qu'ils l'ont fait, cette bande originale d'Hellraiser, ils ont fait plusieurs morceaux, mais les studios ont trouvé que c'était pas assez commercial et que ça les faisait limite un peu trop peur, et que du coup ils en vendraient peut-être pas beaucoup d'albums s'ils devaient le sortir, parce que c'était du Coil, et le Coil c'est quand même très particulier. Sauf que justement, Coil, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux ils ont sorti leur album à un moment à part, quelques années après, un album qui s'appelle Hellraiser Themes and the Unreleased Themes for Hellraiser, et je vous propose d'écouter le box theme de Coil. Elle est pas mal celle-là. Hein. Ouais. Si, pas mal, ouais. Je regrette qu'elle soit pas dans le film, en fait. Très honnêtement, tellement elle est efficace par rapport. Alors ils sont partis sur la thématique de boîte. Elle n'est pas du tout dans le film. Ils ont vraiment sorti leur album à part quelques années après, et c'est là qu'on a découvert qu'effectivement Coil aurait dû composer la musique. Alors celle de Christopher Young, elle est vraiment géniale. Hein, sinon j'aurais pas acheté tous les CD. Il a composé les 2 premiers films, Christopher Young. Après ça passe à d'autres personnes. Et déjà rien que la 3e bande originale, qui elle est composée par Randy Miller, elle est déjà un peu moins bien. C'est un peu foutraque, et c'est un peu l'avis que la plupart des gens ont sur cette série. C'est-à-dire que si vous devez voir des Hellraiser, je vous conseille le 1, je vous conseille le 2. Après c'est peut-être pas trop la peine. Après ça devient quasiment du téléfilm, l'acteur principal qui fait pas une change. Bon, on voit qu'on essaye un peu de faire on fait un peu du flouze. D'ailleurs Clive Barker, il a réalisé lesquels ? Tous les 11 ou... Non, il a réalisé à ma connaissance que le premier. Ok. Voilà, que le premier Hellraiser. Il se fait rare, hein, c'est quelqu'un qui écrit plus qu'il ne réalise. C'est marrant déjà qu'il écrive et qu'il réalise aussi. Enfin, qu'il écrive des livres. Et il est également artiste plastique, il est peintre également. Donc il crée c'est un artiste complet, Clive Barker, il est toujours de ce monde d'ailleurs, il est toujours parmi nous, heureusement. Et il a écrit des grandes sagas, vraiment, c'est plus un auteur d'ailleurs. Voilà. Puis il fait partie, à mon avis, de ce genre de personnes qui, à un moment donné, en réalisant des films, se sont rendu compte que c'était très compliqué la production de films, qu'il y avait toujours des directeurs exécutifs derrière qui t'empêchaient de faire ce que tu voulais et qui ont un peu lâché la truc. Et puis son dernier film, en l'occurrence, c'était Lord of the Legion en 95, n'a pas vraiment marché. Donc bon, après c'est très difficile de trouver des financements. En tout cas, je me disais que dans un peu plus d'un mois, c'est Halloween. Il faudra quand même que je vous fasse un petit point sur les must-see. Hein. Vraiment, il y a des classiques que vous n'avez pas vus, je le regrette, pour faire votre éducation du film d'horreur ou du film d'épouvante. Celui-là en fait partie, clairement. Hellraiser, c'est un monument de l'horreur, l'horreur gore, l'horreur sanglante, et il se donne une vision de l'horreur qui est très très différente.
C'est tout pour moi. Ok, très bien. Et du coup, on va partir en musique avec un morceau que tu nous as proposé, Willy, qui est Mort Sheba, Paris-sur-Mer, c'est bien ça? Eh oui, Mort Sheba qui a fait. Alors, ça fait partie des morceaux que j'aurais aimé tellement écouter à la radio. C'est les duos. Il y a des duos comme ça, je comprends pas. Je trouve ça sur des albums, c'est du français. Et je m'attends à ce qu'on les entende et les entende. On a Françoise Hardy, Julien Doré, par exemple, qui sont assez géniaux. Philippe Catherine, qui en a fait un avec Angel récemment, qui est excellent, du duo d'ailleurs. Et celui-là, il en fait partie, puisque Mort Sheba, dans leur dernier album, a fait un duo avec Benjamin Biolay. Ça s'appelle Paris-sur-Mer. Et vous allez voir, c'est un super morceau. Je sors de
C'est pas facile. Avec une tranche, c'est très compliqué pour le coup. D'accord. L'actualité du jeu vidéo, présentée par Tom. Ça commence. Bon bah ça va aller très vite cette Bonjour, semaine. Tom. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Et toi? Ça va aller très vite, parce qu'il nous reste plus que 10 minutes. Je vais parler d'Xbox puisqu'il y a des fuites massives chez Microsoft. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Phil Spencer. Il y a la caméra qui est pas la bonne. Ouais, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. À la limite, Ok. Max, tu C'est peux pas moi qui a remettre fait les sur, réglages, c'est un petit peu l'engueuler. Voilà. Je le savais parce que je n'allais pas me replacer. C'est honteux. C'est pas grave, vous ne me voyez pas, je suis content de ne pas me voir. Donc Phil Spencer a réagi suite à ces fuites. Il a dit: je sais que c'est décevant, peut-être, mais même si beaucoup de ces documents datent de plus d'1 an et que nos projets ont évolué, il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière parce que beaucoup de choses ont changé et qu'il y a tant de raisons de s'enthousiasmer aujourd'hui et à l'avenir. Nous partagerons les plans réels lorsque nous serons prêts. Quelles étaient ces fuites? Vous pouvez le voir en image sur le Twitch. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses, mais essentiellement, donc, une nouvelle console Xbox Series X qui sortirait l'année prochaine. Ce serait juste une mise à jour, pas de modèle pro comme on fait sur PlayStation. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus, parce qu'on voit bien qu'ils le font. Exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette Xbox Series X? Déjà le prix? Non, ça ne bouge pas. Alors ils mettent $500, Ouais. mais je crois que ça a augmenté avec l'inflation. Ils sont passés à 550, donc on va dire 550. On aura un nouveau design, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu. Les rondes, Voilà. l'autre là actuellement les carrés. Bon voilà, Ça c'est la fait même. penser aux anciens Mac Pro. Ouais, un Qui peu. ressemblait Ouais, à Ah oui, Corbeil, t'as là. raison, ouais. c'est vrai, ouais, c'est un peu design balachiote. On dirait une Oui, enceinte. pour le coup, On dirait une ouais. enceinte. Oui, c'est vrai, une enceinte. Ouais. Non, on dirait une enceinte C'est Bluetooth. Alexa, voilà, on va dire. Ouais. Bon, en carré ça passait. Hein. Je n'allais pas très. Après moins de place que la. Ah non, Ouais, la PS. One, la One. Ah oui, Laisse tomber. Ouais. Oh, la One. la première One. La place qu'elle prenait. C'est un magnétoscope. La FAT, ça portait bien son surnom quoi. Tu m'étonnes. C'est vrai que la Xbox Series X, quand on la voit, ça va, ils ont trouvé quelque chose de bien. C'est très monolithique, c'est pas Ouais. hyper original. Il y a juste ce côté incurvé avec les lumières vertes au-dessus. Enfin, c'est même pas des lumières en fait. Non, c'est juste l'intérieur qui est vert. Bon, après, ça reste sympa comme design. Donc Ouais. voilà, nouveau design pour cette console. 2 Teraoctets cette fois-ci. Et je pense que c'est la bienvenue vu la taille des jeux C'est le aujourd'hui. minimum, je trouve. Wi-Fi 6E, donc plus performant. La Bluetooth 5.2. Des ports USB-C. Consommation électrique réduite, également en mode veille, ça a son importance aujourd'hui, encore plus qu'on est sur PC sur des cartes graphiques haut de gamme, surtout avec l'évolution des prix de l'électricité. Et un packaging 100% recyclable, j'en avais déjà parlé, mais ils essaient un maximum, Xbox, de proposer tout pour être le plus durable possible. Ils le font aussi avec les manettes. Au niveau des performances, c'est similaire, pas de changement, mais par contre, gros malus, pas de lecteur Blu-ray. Sur la console. Non, Ce bah, serait 100% des maths. c'est du démat parce qu'ils veulent pousser les gens au Game Pass. Donc bon, voilà. J'avoue que moi je prends plus de physique, hein. je suis qu'en démat moi. Puis le coût de production doit être allégé aussi, donc ça leur permet de faire une petite marge. Et puis moins de panne aussi, enfin moins de risque de panne, parce que souvent sur une console, c'est ce qui peut tomber. C'est un des composants qui peut tomber le plus facilement en panne. Vrai. Moi sur ma PS3 ça m'était arrivé, donc. Moi j'ai perdu une PS2 complète à cause de ça, ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ça m'était déjà arrivé aussi. Plein de problèmes avec les lecteurs. Il y aura également une nouvelle série S qui sortira à peu près en même temps. Oui, alors ça c'est une mauvaise idée. Donc ouais, voilà. Oui. Faut qu'ils s'arrêtent. Surtout que c'est déjà des maths ça aussi. Je comprends, mais bon d'un autre côté, elle est moins puissante. Ça tire les jeux vers le bas. Donc le fait qu'elle ait déjà pas de lecteur, la Series X, à quoi ça sert de mettre une Series S et comme tu dis, Willy, ça tire les jeux vers le bas. Donc il y a déjà un retard sur les PC. Oui. À cause de ça, parce qu'elle n'est pas assez puissante et il y a plusieurs développeurs qui s'en sont plaints et qui ont même fait l'impasse dessus. Ils ont raison, hein, franchement, il y a un moment donné, mais quand ils sont en plus en partenariat avec Microsoft, c'est très compliqué parce qu'ils les obligent un peu à passer par là. Et on a toujours une console qui limite. Il y a toujours, c'est un peu spécialiste là-dessus. Ouais. C'est un enfer aujourd'hui, je pense, pour les développeurs d'adapter sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur aussi. Series, sur Switch. Alors là, laisse tomber. Oui, Mortal Kombat, merci. On le voit bien aussi, même Sony, quand on adapte les jeux sur PC avec The Last of Us, c'était catastrophique les adaptations. Donc bon, c'est tout un aussi qui était compliqué, je crois. Ouais, il faut avoir une bonne config pour jouer à un jeu qui est quand même sorti en 2017 peut-être à la base ou avant même. Voire moins. Mais... Donc alors que bon, on est passé déjà sur la génération non pas d'après, mais encore après. Par contre, il y a un leak sur des manettes avec des contrôleurs haptiques. Exactement. C'est le visuel d'après, Max, juste en dessous. Oh, t'as vu ça Oh là là. Sans lire tes notes, dis-donc. On a un petit peu de le petit décalage comme d'habitude. Oui, un petit peu de décalage sur tous les chroniqueurs aussi ont du décalage, donc t'inquiète pas. Donc vous voyez qu'il y a des poignées plus cylindriques qu'auparavant. Un gros changement parce qu'ils n'avaient jamais fait un design comme ça auparavant. Ça, c'est que je trouve bien. Parce que ça, c'est cool.
Enfin, c'est bizarre, je trouve les manettes d'Xbox, j'ai jamais pris l'habitude. Je suis un consoleux Sony. Vous êtes fanboy, mais. Non, je suis passé de l'un à l'autre, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il y a des retours haptiques plus précis, je ne sais pas ce qu'il en était, si c'est comme la DualSense avec les retours haptiques qui sont vraiment très bien sur PS5. On a des touches et des joysticks plus silencieux, un petit détail qui a son importance. Pareil pour le côté durable, ils ont mis en avant déjà avant les batteries rechargeables, échangeables et des matériaux plus durables. Ils disent qu'il y a moins de résine. Donc voilà, c'est un peu en fait je trouve que dans les nouveautés en fait c'est surtout regardez, on est écolo. Ouais. En fait, il y a enfin des batteries dans les manettes de Xbox. Parce qu'avant c'était des piles, c'est ça. Ouais, voilà. Toujours fait avec des piles. Même un ami qui a acheté une Series S. Il a dû acheter des piles ou des batteries à côté. Quoi. Mais ceci étant, quand tu achètes, puisque vous savez, Remember, j'avais acheté une manette Starfield. Oui, elle est jolie celle-là. Mais il n'y avait pas de batterie dedans. Il fournissait 2 piles, effectivement. Parce qu'il faut acheter toujours les chargeurs à part. Et j'allais enchaîner sur la suite. Je vois qu'on a plus que 2 minutes. Eh ben, tu peux le faire. On est même en retard sur ici, donc c'est-à-dire qu'on a 30 secondes. Si tu atteins mon débit de parole, tu peux y arriver. Allez, vas-y. Juste un truc. Alors la semaine prochaine, c'est aujourd'hui la sortie d'un DLC pour RE4 Remake, mais j'en parlerai peut-être la semaine prochaine parce que peut-être que je le ferai. C'est le DLC Separate Ways avec Ada, le personnage Ada Wong, exactement. Ça coûte 10€, mais j'en parlerai la semaine prochaine. On va pouvoir se quitter pour la fin de la matinale. De fou. On a chaud. Après Beyoncé, maintenant c'est le reste. C'est incroyable de tout repousser à la semaine prochaine, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de matinale la semaine prochaine parce qu'on arrive la semaine d'après. Vous êtes des menteurs. La semaine d'après, exactement. Donc oui, ce sera dans 2 semaines, on vous parlera de tout ça. En attendant. Très prochainement. Et du DLC Cyberpunk aussi. Avec le DLC de Cyberpunk surtout. On fera toute la matinale sortir dessus. en même temps là, ça va être incroyable. Une grosse matinale dans 15 jours du coup. Oui, c'est incroyable.